Là, je me suis rendu compte que peut-être qu'il fallait arrêter le projet en fait. Donc j'ai failli arrêter, j'ai failli abandonner. Oui. Ouais. Cet accident, ça a fini mettre fin à... Elle a été 2 mois amnésique, elle me reconnaissait pas, c'était un légume. J'ai des vidéos d'elle, elle est comme ça et puis elle reconnaît personne quoi. Donc ma meilleure amie, c'est chaud. Hein. Ouais. Et le jour même, je vends ma première photo à 1 000 €. Une Colombienne rentre, Carolina, elle rentre, elle voit une photo, elle me dit cette photo je la veux, c'est quoi le plus grand format? Et puis moi j'improvise un peu, 1 000 €. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Hoi An au Vietnam pour interviewer l'artiste photographe français Réan afin d'en connaître un peu plus sur lui. Salut Réan. Salut, Merci de m'accueillir. merci à toi Ouais, d'avoir pris le temps pendant tes vacances. Ah, de rien, c'est avec plaisir. Donc, sans plus attendre, j'aimerais que tu te présentes et tu nous dises qu'est-ce que tu faisais avant de venir au Vietnam. Alors je suis Réan, c'est mon vrai prénom, puisque des fois on me demande. Je suis originaire de Normandie, né à Bayeux, grandi dans le Calvados donc. Et j'étais imprimeur avant. Aujourd'hui je suis photographe et je vis à Hoi An au Vietnam. D'accord, ça fait combien de temps que tu vis au Vietnam? Ça va faire 14 ans. Je suis venu au Vietnam en 2007 la première fois, mais ça va faire 14 ans que je vis ici. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à venir la première fois au Vietnam? C'était pour des vacances ou tu avais déjà un petit projet En 2007, je voulais parrainer au Vietnam, donc j'avais contacté quelques associations humanitaires. Il y en a plein en France hein, qui pour parrainer et parce que je gagnais bien ma vie, j'avais envie de participer et puis voilà, j'avais envie d'aider des gens. Et en fait, j'ai contacté plein d'assos et quand j'ai trouvé une asso qui s'appelle enfantsduvietnam.org, c'est une belle asso française qui parraine des enfants au Vietnam mais qui construit aussi des écoles, des orphelinats, etc. J'ai contacté l'asso et j'ai dit voilà, moi j'ai une condition, je paierai mon vol mais j'aimerais rencontrer la famille que j'aide. Et il se trouve que c'est une famille qui vit à Hoi An, donc d'où la raison de mon voyage au Vietnam et de mon voyage à Hoi An en 2007. Et l'asso m'a surprise parce qu'ils m'ont dit, voilà, tu pourras rencontrer la petite fille que tu parraines, elle vient de perdre son papa, et tu pourras rencontrer elle et sa sœur, donc la petite Thi avait 7 ans, sa sœur 13 ans. Et tu seras 4 jours avec les filles. Elles rentreront chez elles le soir, mais tu pourras passer la journée avec elles et une des sœurs, puisque c'est une association catholique. Donc il y a des sœurs qui parlent français d'ailleurs, des sœurs vietnamiennes. Et je suis venu au Vietnam, j'ai fait le parcours habituel, donc Hanoï, la baie d'Along, et puis j'ai fini par Hoi An 4 jours, et là j'ai été saisi par la beauté de la ville, par la gentillesse, par comme on dit, la vie ici, le temps passe plus lentement. Le temps s'est arrêté, je dirais même. Il suffit de regarder l'architecture pour s'en rendre compte. Et la gentillesse des Vietnamiens. Et puis de cette famille-là, donc je suis tombé amoureux. J'ai près de cette famille et je me suis dit, je leur ai promis que je reviendrais. Et l'année d'après, je suis revenu, mais 15 jours au Vietnam, juste à Hoi An. Donc j'ai décidé de rester à Hoi An 15 jours. D'accord. Et je suis revenu tous les ans. J'ai fêté Noël avec elles, bien qu'elles ne fêtent pas Noël, parce qu'ils ne fêtent pas vraiment Noël au Vietnam, mais je voulais leur montrer ce que c'est Noël pour nous. Voilà. Et puis je suis revenu pour le Tet, donc le jour de l'an vietnamien, beaucoup plus important pour eux finalement. Et donc moi, ça me permettait aussi d'apprendre de leur culture. Et puis quand je restais 2-3 semaines ici, puis je rentrais en France au mois de février, il faisait un peu froid. Ici, il faisait déjà beau et puis bon, la gentillesse, pas de stress, et je me suis dit peut-être qu'un jour je resterai ici. Puis j'ai sauté le pas en 2010-2011. Qu'est-ce qui a été le déclic pour t'installer justement au Vietnam? Alors il y a eu beaucoup de déclics et pas du tout la photographie finalement. Hein. Je suis pas venu ici, je faisais de la photo mais comme un touriste. Hein. Je parlais pas vietnamien, je parlais à peu près anglais mais l'anglais scolaire, where is Brian? Brian is in the kitchen, voilà. Il n'y a personne qui s'appelle Brian ici, ça marchait pas. Tu débrouilles très bien maintenant. Là, ça va. Maintenant, ça va mieux, ouais. Bah, il a fallu apprendre. Et je parle un peu vietnamien aussi. Et donc, ce qui m'a plu, c'est la gentillesse des gens, l'absence d'insécurité. Et puis peut-être aussi d'avoir la chance de refaire ma vie, de recommencer une vie à zéro, de rien. Quelque part, c'est un challenge. Et, tout le monde aimerait le faire, mais tout le monde ne le fait pas. Moi, j'avais envie d'essayer. Je n'avais pas grand-chose qui me retenait en France. Alors, j'ai vendu les parts de la société, de l'imprimerie pour laquelle je travaillais. Et avec ce peu d'argent, j'ai acheté un terrain que j'ai mis au nom de 2 filles vietnamiennes ici, et, enfin des petites finalement, qui sont devenues comme mes filles. Hein. Pour faire l'histoire courte,
La grande a 31 ans, elle a 2 enfants, donc je suis un jeune grand-père. C'est comme ça qu'ils m'appellent. Je suis toujours jeune grand-père. Voilà, la Ni parle français un petit peu. Elle parle très bien anglais. Elle était prof d'anglais il n'y a pas encore longtemps. Elle a deux enfants, donc je suis double fois grand-père à 45 ans. Et Ti, elle travaille comme chef pâtissière. Elle parle anglais aussi. Elle travaille comme chef pâtissière dans un hôtel 5 étoiles. Donc leur vie a changé. La mienne aussi, finalement. Donc nos vies ont changé. Je pense que j'ai changé leur trajectoire, mais elles ont changé la mienne aussi. Et voilà, pour répondre à ta question, je pense que c'est un peu comme tomber amoureux d'une femme. On ne sait pas pourquoi, parfois, mais c'est comme ça. C'est elle et c'est tout. Et bien c'est la même chose. J'ai visité une 40aine de pays dans ma vie, peut-être un peu plus aujourd'hui. Et j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait une autre place qui m'attendait, un autre endroit. C'est une espèce d'intuition. Et quand je suis arrivé à Hoi An, j'ai su que c'était là. Ça ne peut pas être Hanoï, ça ne peut pas être Ho Chi Minh ou Saigon, ça ne peut pas être Hue, ça ne peut pas être Sapa, mais c'est Hoi An. Et il y a des milliers de raisons il faudrait plus d'1 heure pour pouvoir t'expliquer pourquoi j'aime le Vietnam et pourquoi j'ai envie de rester à Hoi An. Ouais. D'accord. Donc tu arrives à Hoi An, et tu n'étais pas photographe quand tu es arrivé. Comme tu disais, c'était juste de la photographie, mais de tourisme, on pourrait dire ça. Qu'est-ce qui a été le déclic pour devenir photographeur, le photographeur qui fait que tu es aujourd'hui? Alors, en fait, j'étais photographe. Tout le monde est photographe aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, tout le monde est photographe, mais je n'étais pas artiste. Et ça, il y a une différence, on en parlera si tu veux un peu. Je pense que voilà, c'est 2 choses différentes. Donc, je faisais de la photo à tout va, et ça va faire rire les gens qui vont regarder ça et qui me connaissent, mais à l'époque, j'ai ouvert un restaurant ici avec des glaces, et je faisais des glaces françaises avec une société ici qui faisait des glaces. Donc moi, je vendais des glaces et on faisait la nourriture vietnamienne parce que j'étais associé avec une Vietnamienne. Et donc on faisait des glaces, les gens, et je mettais mes photos dans le restaurant en déco. Et je vendais plus de photos que de crêpes et de glace à l'époque. Je me suis dit, je vais peut-être changer. Donc tu faisais des photos? Je faisais des photos. Ouais, je faisais un peu de tout. J'ai toujours aimé le portrait. D'accord. Moi, je sais pas. Quand je vois un beau paysage, finalement, j'ai pas envie de prendre de photos. J'ai envie de m'asseoir et de le regarder. D'accord. Mais les gens m'intéressent. J'aime les cultures. Et en 2010, lors d'un voyage, vraiment avant de m'installer, ma meilleure amie vietnamienne me dit, parce qu'on s'est fait plein d'amis, parce que tu le sais, quand on vient au Vietnam, on se fait des amis plus vite que n'importe où ailleurs. Et donc ma meilleure amie me dit, on irait bien à Sapa, on emmène les 2 petites, et on part tous à Sapa. Mon père était là en voyage avec mon frère aussi, on part tous à Sapa. Et là, je vois des Hmongs, des gens habillés en costume, faits de chanvre, teint à l'indigo, décorés avec le batik. Le batik, c'est la cire d'abeille avec lequel on fait les motifs sur les costumes des Hmongs noirs de Sapa. Et je me dis, c'est incroyable. Je pensais que c'était un peu folklore. Je me dis, et ils m'ont dit, non, ils vivent comme ça, c'est leur vie. Et j'apprends qu'il y a 54 ethnies. Et là, je me dis, ça, c'est fascinant. Et donc, je demande à mon amie, est-ce que tu sais le nom des autres? Et là, elle me dit, et là, je vois qu'elle était elle est vietnamienne, et elle me dit, je connais les Cham, parce qu'évidemment, on est à Hoi An, donc les Cham ont vécu ici, bien avant les Vietnamiens même, et les Thaïs, puis quelques autres ethnies, mais je voyais bien qu'elle était perdue, et en fait, je me suis rendu compte que les Vietnamiens eux-mêmes ne connaissaient pas, peut-être comme les Français ne connaissent pas toutes les régions de France, eux ne connaissent pas toutes les ethnies, et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et j'ai vu une Hmong qui était habillée en Hmong, donc avec le costume traditionnel et avec une paire de chaussures Nike flambant neuve. Et là, je me suis dit, aussitôt j'ai eu le déclic, je me suis dit, ça restera pas. C'est sûr que là, un jour, ces gens-là, ils abandonneront le costume. Donc, je me suis dit, après, on a vu les Ao rouges qui vivent aussi dans la région de Sapa, une autre ethnie. En fait, il y a 5-6 ethnies là-bas. Pareil, avec la coiffe rouge, un costume extraordinaire, peut-être la plus belle broderie du Vietnam. 1 an de fabrication, incroyable. Et pareil, donc j'interviewe ces gens, enfin je demande un peu dans la rue à ces gens, et puis je veux les emmener dans le resto, je dis venez, on va boire un coup, on va boire un café, je vous invite à manger, des ethnies, de la rue. J'ai toujours été comme ça, moi. Donc hop, on les emmène, le resto un peu réticent à faire rentrer des ethnies, donc je me dis tiens, ok, ouais. Donc je me dis tiens, ça c'est pas nice, quoi, c'est pas cool, mais bon, ok. Mais on rentre quand même, je vais payer pour eux, je les invite, et pendant le repas, je me rends compte en fait qu'elles ont une culture incroyable et totalement différente. J'avais une Zao et une Hmong que j'ai pris dans la rue comme ça, je leur ai payé un repas, elles étaient contentes. Elles ont choisi une pizza, c'est rigolo. Et là, je me suis dit,
on voit que le monde change et que ces gens-là ne seront peut-être, enfin leur culture ne sera peut-être plus la même dans quelques années. Et je rentre à Hoi An, je poste mes photos sur Facebook, etc. à l'époque, et les gens ont trouvé ça intéressant, intriguant, parce que tout le monde ne connaissait pas. Il faut retourner en 2007, 2007, 2009, 2010, tout ça. Et Facebook, c'était encore déjà un peu le début, mais surtout, le Vietnam n'était pas encore populaire comme ça l'est aujourd'hui. Il faut savoir qu'à Hoi An, à 20h, on trouvait à peine un endroit pour manger en 2007. Oui. Donc la moitié de la ville était déjà éteinte à 20h. Donc il faut se rappeler de ça. Les gens oublient parfois. C'est très rapide. Et donc mon ami me dit, à 2 heures d'Hoi An, on a des ethnies. Je dis, écoute, on va aller voir les ethnies. On prend la moto, parce que c'est comme ça qu'on voyage le mieux en moto. Au Vietnam, c'est plus agréable. On prend la moto, on part chez les ethnies, et là, on voit qu'elles font un peu leur costume et que les autres ethnies à côté ne font plus du tout le costume. Et là, je réalise en fait que le costume disparaîtra, que les enfants vont à l'école, donc ça c'est génial, mais qu'ils apprennent le vietnamien, donc ils n'apprennent plus leur langage, et dans le dialecte, dans les langages qui ne sont pas écrits, forcément, seront perdus. Et dans le langage, plus tard, j'ai réalisé en fait que le langage était très important parce que dans le langage, il y avait les légendes, les contes, les musiques. Et tout ça, c'était leur histoire qui était chantée, qui était racontée. Donc en fait, quand le langage disparaît avec les anciens, tout disparaît. Donc ça, on y reviendra plus tard, mais ça m'a interpellé. Et j'ai décidé aussi d'enregistrer des musiques. Et donc voilà, j'avais toutes ces photos. Et puis en 2013, un grand voyage, je pars 15 jours dans le Nord en moto, à l'aventure. Et je dis à mon meilleur ami, on va essayer de rencontrer le plus d'ethnies possible. Je reviens avec 6000 photos et je me dis, je vais faire un livre. Là, on est en 2013, septembre 2013. J'abandonne le resto pendant ce temps-là. Et puis, je reviens en début octobre avec des tonnes de photos de mamies en train de rigoler. J'ai vu plein d'ethnies que je ne pouvais pas reconnaître à l'époque. Aujourd'hui, je peux toutes les reconnaître, les 54. Mais à l'époque, je ne pouvais pas. Mais j'avais toutes ces photos. Et je dis, je vais faire une expo dans mon restaurant, puisque j'ai un restaurant. Donc, au moins, voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je mets les photos. Et les gens me disent, ouais, est-ce que tu vends tes photos? Je dis, bon, ok. Et je me suis rendu compte, en fait, que les gens aimaient mes photos. Je me dis, je vais faire un livre de ce voyage de 2013, qui a été le tournant vraiment. J'ai commencé en 2010, mais en 2013, ça a été le tournant. Et je me dis, ça y est, il faut que j'aille rencontrer toutes les ethnies. Et puis comme j'ai un esprit un peu collectionneur, que je suis collectionneur moi-même, j'aime la quête un peu, mais ça c'est un truc... c'est intéressant aussi, on pourra en discuter. J'aime collectionner, récolter, trouver, préserver, sauvegarder. C'est un peu notre naturel français aussi. En France, on aime préserver, on aime les traditions, on aime tout ça. On est fort pour les musées d'ailleurs. Et ici, c'est différent. Ici, ils voient le futur, ils ne voient pas le passé. Et ce qui est intéressant ici, on pourra en parler aussi. Au final, ça a été le déclic. J'ai sorti mon livre en 2014 avec cette fameuse mamie qui fait la couverture du livre, qui s'appelle Madame Song. Et le Los Angeles Times titre la plus belle femme du monde vit à Hoi An. Elle a été prise en photo par un photographe français qui s'appelle Réan. Et là, toutes les télés vietnamiennes déboulent à Hoi An avec les journaux et tout. Je me retrouve dans des télés à faire des interviews. Puis moi, je savais pas. On m'invite à Hanoï, j'arrive en short et en flip-flop. Je dis c'est pas possible. Ils sont allés m'acheter un jean. Enfin, il m'est arrivé des trucs parce que moi, je savais pas. Tout ça, c'est nouveau pour moi. Puis je savais pas. Bon, ici, il y a pas trop de problèmes de copyright, comme tu imagines. Donc l'article qui était dans le Los Angeles Times se retrouve traduit, modifié dans tous les journaux, les blogs. C'était viral sur Facebook. Cette photo est devenue la photo la plus connue du Vietnam aujourd'hui, du Vietnam moderne. Elle est rentrée dans le musée des femmes à Hanoï. Et puis plus tard, elle a été offerte au président Emmanuel Macron par le président vietnamien. Donc c'est quand même une photo qui a fait le tour du monde. Elle a fait de télé brésilienne, coréenne. À chaque fois, ils veulent voir cette mamie-là. Édouard Philippe, le Premier ministre, est venu. Il voulait rencontrer Madame Song. Il l'a rencontrée. J'ai une photo avec lui. Et elle, Christophe Blanchet, le député de la Côte-Fleurie, est venu. Il voulait rencontrer Madame Song. Donc c'est une célébrité. Elle est encore vivante. Je la vois tous les mois. On est devenus très amis. Et on fête notre anniversaire le même jour. Mais ça, on en parlera aussi. Si tu veux, après, je peux te faire le plan de la vidéo. En fait, il est arrivé plein de choses. Elle est née le même jour que moi. Alors, pas la même année. Oui, elle est née en 1937. Je suis né en 79. J'ai 45 ans, bientôt 46, puisqu'on est en avril. Elle va prendre 88 ans et on fête notre anniversaire tous les ans ensemble. Donc à chaque fois, on ferme le musée le matin, les galeries, et toute l'équipe, on est là avec Madame Song et on a un gâteau. Alors c'est elle qui amène le gâteau toujours. Elle écrit Con Chai. Con Chai en vietnamien, ça veut dire mon fils. C'est notre grand désaccord. Moi, je préfère être le petit-fils, pas le fils. J'ai 45 ans, je sais pas 70. Mais voilà, et elle est en pleine forme, elle a 88 ans et c'est devenu une célébrité. C'est devenu ma muse. Enfin, c'est ma muse parce que c'est elle qui m'a inspiré à photographier ces portraits de mamie, ces mamies ridées, pleine de joie, pleine d'énergie à 70, 80, 90 ans, 100 ans. La plus vieille, c'est 109 ans, j'ai rencontré.
ça m'a interpellé. Je me suis dit, comment à 88 ans on garde ce sourire d'enfant, ces yeux qui pétillent. Et ça, je trouve ça incroyable. Et c'est ça, je pense que ça me séduit le plus chez les mamies. Des fois, on me demande pourquoi tu prends les photos des mamies. Je dis parce que ça m'intrigue en fait. Nous, on pense en Europe, en Occident, que vieillir, on essaie de changer, de cacher le botox, même dans certains autres pays. On essaie de tout cacher parce qu'on pense que c'est une punition. Ici, cette génération, pas la nouvelle génération, il faut faire la différence, hein, pas la génération K-pop coréenne. Hein. Les générations vietnamiennes d'aujourd'hui, elles pensent différemment. Mais cette génération, c'est peut-être une génération un peu après-guerre qui pense que les rites sont les marques de la sagesse et de l'expérience. Alors pourquoi cacher sa sagesse et son expérience? J'ai trouvé que c'était intéressant quand elle me demande ça. Et nous, on veut tout cacher. Voilà. Donc, je pense qu'en Occident, on veut vous faire croire, mais ça, c'est pour vous vendre des crèmes, que être ridé, c'est une punition, c'est pas bien, il faut les cacher. Et peut-être qu'au fond, ça m'a aidé aussi à ne pas avoir une crise des 40 ans, quand j'ai passé mes 40 ans ou mes 30 ans, quoique. Donc la solution, c'est rencontrer des mamies, donc photographier des mamies c'est génial. Elles sont bien passer le cap des 40 ans. Ouais, je crois que venez voir les mamies, venez voir à quel point ces gens-là sont beaux, pétillants, pleins d'énergie. Des fois, je leur demande quel est le secret, comment c'est possible. Je veux dire, et elles me disent, nous, on n'arrête pas de travailler. On n'arrête jamais de travailler. Donc, elles marchent, elles restent actives, parce qu'il faut aller cueillir les choses dans les montagnes. Parfois, elles viennent. La plus vieille que j'ai rencontrée, elle avait 109 ans. Elle m'avait marqué parce qu'elle revenait avec un panier en bambou plein d'épis de maïs. Donc, c'est lourd, hein, c'est 20 kilos. Et elle marchait comme ça, elle est toute petite. Et elle était en pleine forme. Elle avait la machette sur le côté. Et elle revenait des montagnes, ça. Et je me dis, enfin des champs. Et je sais pas, ça est peut-être encore vivante. Enfin, j'ai des mamies que j'ai rencontrées qui sont encore vivantes, que j'ai rencontrées en 2014, et aujourd'hui elles vont prendre 105 ans. Wow. Et elles sont encore vivantes. Et je sais qu'elles sont encore vivantes. Alors évidemment, on l'a vu, tout ça, il y a plein de choses. Mais c'est impressionnant. Et elles ont une envie de vivre malgré la pauvreté ou la vieillesse, qui c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais finalement, c'est des gens qui sont peut-être plus heureux que certains d'entre nous parfois. Ouais. Cette mamie, elle s'appelle Madame Song, hein, c'est ça? Madame Song, oui. Comment tu l'as rencontrée? Bui Song. Quinty Song. Bui Song. Comment tu l'as rencontrée? Madame Song, en fait, la première fois, vous savez que sur la Hoi An, il y a une belle rivière qui s'appelle la rivière Thu Bon. Et la rivière elle traverse la vieille ville, la ville ancienne. Et avant, maintenant, je crois qu'il n'y en a plus, mais il y avait des mamies qui étaient sur des bateaux et qui faisaient des grands signes aux touristes pour monter sur le bateau. Et pour 30 000 dong, $1 aujourd'hui, 1 euro, pardon, elles vous emmenaient 30 minutes sur la rivière. Donc, pas cher payé. Et puis, elles avaient 70, 80. Et il y en avait plusieurs. Alors, certaines, c'était très... elles souriaient pas forcément. Elles souriaient, mais bon, elles sont en plein soleil, en pleine journée, forcément, je leur envoie pas. Et Madame Song, elle était pétillante. De loin, je la voyais, elle me faisait des grands coucous. Je dis, bon, je vais avec elle. J'étais tout seul. Je parlais pas vietnamien à l'époque. Aujourd'hui, un peu plus. Et elle parle pas, évidemment, anglais. Je monte sur son bateau. Et je la photographie, je lui demande la permission, je vais photo OK, parce qu'en fait on peut faire que ça. Quand la personne ne parle pas anglais, que moi je parle pas bien anglais, et qu'elle parle, et évidemment je parlais pas vietnamien, on se retrouve à deux sur le bateau au milieu de la rivière. Je dis, je vais la prendre en photo. Donc je la prends en photo, je lui fais voir, et là elle se marre, elle fait ça. J'essaie de la reprendre en photo, de retourner l'appareil pour vraiment capter au moment, parce que j'aime bien moi le côté naturel. Des fois la photo après la pause, ou la photo avant la pause est plus intéressante que la photo où on a le cœur vraiment naturel. Voilà. Et donc j'essaie de choper la photo et puis on est sur un bateau donc on fait pas de juste brusque, un geste brusque, c'est une petite barque, on peut vite se retrouver à l'eau. Donc je prends la photo et hop, parce que je lui montrais, donc j'essaie de la reprendre et de photographier, ça bouge, elle bouge, bon ça ne fonctionne pas mais je vois le potentiel de la photo. Donc j'essaie de lui dire remets ta main. Et donc, ça la fait rire, forcément. Elle se demande pourquoi je veux. Donc, elle remet sa main, elle fait ça, et puis à un moment, elle fait ça. Et je fais la photo, et là, elle est parfaite. Et là, je me dis, cette photo, elle est cool, elle est marrante, elle est différente. Je la poste sur Internet. À l'époque, j'avais peut-être, je sais pas, 1000 followers sur Facebook. Maintenant, j'en ai un demi-million. Mais à l'époque, j'en avais pas beaucoup. Je poste la photo, elle fait 40 likes, les gens adorent ça. Et je voyais les Vietnamiens mettaient, ça me rappelle ma mère ou ma grand-mère. Je voyais c'est là que j'ai compris que les Vietnamiens étaient très, très attachés à la maman et à la grand-mère. C'était très important. Il y a un respect ultime pour les anciens déjà. Et ça m'a plu. J'oublie cette photo. On est en 2011. En 2013, donc, je fais ce fameux voyage. Je me dis, je vais faire un livre, mais quelle photo pourrait la couverture? La couverture, c'est ce qui est le plus important pour un livre. C'est comme une affiche de cinéma. Voilà.
Donc, il ne faut pas se tromper. Et j'avais cette photo d'un vieux monsieur avec une barbe, et je me dis, bon, c'est très cliché, hein, surtout pour un garçon. On a tous vu des films de Kung Fu, le vieux monsieur, Ip Man. Et donc, j'avais cette idée-là, et puis qui était contre-intuitif finalement, puisque j'avais cette intuition que la mamie était mieux. Donc, je poste les 2 photos, les 2 couvertures sur Internet, et je demande à mon audience, toute petite audience. Et je dis, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, à l'unanimité, tout le monde dit, non, c'est la mamie, cette photo, elle est incroyable. Elle respire la joie, elle avait 74 ans, les yeux qui pétillent, c'est génial. Elle parle à tout le monde, que ce soit les Asiatiques, parce que ça leur rappelle leurs parents ou leurs grands-parents, et évidemment les Occidentaux, parce qu'il y a quelque chose d'un peu incroyable de voir une mamie comme ça. Et ok, je choisis la photo et le livre devient un succès, c'est mon best-seller. Hein. J'ai vendu plus de 10 000 copies aujourd'hui du livre en auto-publisher, hein, donc sans éditeur. Un jour, je suis allé à Paris pour la petite histoire, et on me dit « Oh, ce genre de livre, ça se vend pas ». Voilà, j'en ai vendu 10 000, donc je souhaite à tous les photographes qui sortent des livres aujourd'hui d'arriver à vendre 10 000 livres en peu de temps finalement, hein, parce qu'il y a 3 ans de Covid dans ces 10 ans, 10 ans, on va dire 10 ans j'ai ouvert ma galerie en 2014, octobre 2014, donc ça fait exactement 10 ans que j'en vis. Donc tu photographies cette Madame Song. Madame Song. Tu publies ton livre. À cette époque, tu avais déjà ouvert ta galerie? Oui, j'ai ouvert ma galerie en octobre 2014. Le livre est paru en décembre 2014. Dès le départ, j'avais fait une pré-vente et j'ai vendu 200 livres en ligne en pré-vente avant que le livre sorte. J'ouvre la galerie. Le premier mois, ça cartonne. Je suis dans le centre-ville de la ville d'Hoi An. C'est une toute petite galerie, hein, c'est 40 mètres carrés, mais tous les jours j'ai des gens, j'ai pas de staff, hein, je suis dans ma galerie 24/24, quasiment, le premier jour. Et puis le premier mois, je fermais à 10h30 du soir, quoi. Donc on est en 2014, il y avait déjà des touristes à cette époque-là, beaucoup, moins qu'aujourd'hui. Et je vendais des livres, des cartes postales, je vendais des petites photos. À l'époque, je vendais les photos 65 €, 70 €. Enfin, ça se vendait, j'étais très content, quoi. J'imagine, c'est déjà satisfaction personnelle de voir ses propres. Mais le premier mois, je vends une photo. Je t'en ai parlé. C'est là que j'ai compris. Enfin, j'aime les gens, comme je te disais un petit peu. J'aime les gens. Donc, un jour, j'ai un Vietnamien qui vient, qui était fan de mon travail, 18 ans, et il me dit un jour, il touchait mon livre comme ça. Il était ému en fait de voir mon livre et que le fait que je sois là, quoi. Alors, bon, ça c'est l'effet des projecteurs, hein. Je suis passé souvent à la télé vietnamienne, donc j'ai beaucoup de fans ici. Et il me dit un jour, je m'achèterai ton livre quand j'aurai de l'argent. Et ça m'a ému en fait. Bon, ça va peut-être paraître un peu idiot, mais je lui offre mon livre. Je lui dis, écoute, je te l'offre, je le signe, je te l'offre, voilà. Il se met à pleurer. Alors là, évidemment, j'étais ému aussi parce que je suis quelqu'un d'assez émotif. Et il s'en va. Et le jour même, je vends ma première photo à 1 000 €. Une Colombienne rentre, Carolina, elle rentre, elle voit une photo, elle me dit « cette photo, je la veux, c'est quoi le plus grand format ?» Et puis moi, j'improvise un peu, j'ai 1 000 €. Elle me dit « ok », elle me donne la carte bleue, elle me paye 1 000 €. Karma. 1 000 €. Et là, je me dis « c'est ça le karma ». Quand t'es bon, quand t'es quelqu'un de bon, je pense, en fait, dans cette vie ou dans la prochaine, mais je pense que dans cette vie, alors ça, peut-être que ça fait cliché, mais j'ai appris en fait qu'on a toujours raison d'être généreux. Ça, c'est une leçon que j'ai appris au Vietnam. On a toujours raison d'être généreux. Et je te disais encore lors de notre premier entretien, je pense qu'on a toujours raison de sourire aux gens, même ceux qu'on ne connaît pas. Donc ici, j'ai appris à sourire à des gens que je ne connaissais pas. C'est-à-dire sourire, simplement. Être sympa, sourire. Et je pense que ça change la vie des autres, mais ça change notre vie à nous aussi. Au Vietnam surtout. Le Vietnam, le sourire, c'est le... C'est comme ouvrir des portes. Le Vietnam, c'est la meilleure clé. Ouais. Moi, j'ai vu rentrer, manger chez des gens. J'ai des tonnes d'anecdotes que je pourrais te raconter pour lesquelles le Vietnam, je pense que je finirai mes jours ici, c'est sûr. Tu ouvres ta galerie, ça commence à aller bien. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà ce projet de photographier toutes les ethnies du Vietnam? Oui, lors de ma première rencontre avec les Hmong en 2010, souviens-toi, à Sapa, je vois cette Hmong qui est habillée en un costume absolument magnifique. Et avec les Nike? Avec des Nike aussi blanches que mes chaussures. Et là, je me suis dit, waouh! Aussitôt, j'ai eu le déclic en fait. Je me suis dit, je pense que ça changera. Donc c'est cette rencontre avec cette dame? Ouais, cette dame, une sorte de déclic. Ouais, parce que je me suis dit, je pense que
je pense que cette dame-là, c'est les premiers signes du changement. Quand j'ai vu ces costumes, j'ai vu que c'était tout de suite de l'art, les costumes, le chanvre, cette plante qu'on tisse pour en faire du tissu. Ensuite, les teintures de l'indigo, mais avant le batik à la cire d'abeille pour faire des motifs qui font un peu l'effet négatif. Hein. On fait des motifs en cire d'abeille, on trempe dans l'indigo. On fait sécher, on enlève la cire d'abeille et tous les motifs qui ont été dessinés à la cire d'abeille, ça fait l'effet négatif. C'est-à-dire que tout ce qui a été décoré n'a pas été teint à l'indigo et donc ça nous donne des motifs. C'est comme ça que les monks font leurs costumes. Et je me dis, ça pour moi c'est de l'art et j'ai envie je suis là, je veux que ma photo serve à quelque chose. Je ne veux pas être simplement un photographe, je veux devenir un artiste, comme dit la chanson. J'aurais voulu être un artiste. Donc, et j'ai essayé de comprendre la différence. Tout le monde fait de la photo, donc qu'est-ce qui fait la différence entre le photographe et l'artiste? Qu'est-ce qui fait que... et ça, c'est un sujet presque philosophique même, hein, c'est intéressant. Et c'est un sujet c'est un débat qui ne plaît pas à tout le monde d'ailleurs, puisque je pense que la plupart sont photographes et pas artistes. Et ça ne veut pas dire que c'est pas bien, hein. Encore une fois, je pense que le photographe, c'est l'artisan et l'artiste, c'est l'artiste. Hein. Il y a deux choses. L'artisan est capable de recréer, de refaire. L'artiste invente et innove et l'artiste a une histoire. Il le fait avec une intention, avec une philosophie, ça fait écho à sa personnalité finalement. Hein. Donc, alors que des fois, des gens viennent à Hoi An, vont voir Madame Song, lui dit fais ça. Ils font la photo. Des gens qui... Bien sûr. Et c'est un hommage, moi ça me dérange pas. Tant mieux pour Madame Song, tant mieux pour tout le monde, mais ça me dérange pas, c'est pas grave, parce que s'il me copie quelque part, c'est une reconnaissance. Ouais. Et puis on s'inspire tout. Moi je me suis inspiré de plein de peintures. Moi je m'inspire plus de la peinture parce que j'aime la peinture. Malheureusement je ne sais pas peindre, mais si j'avais su, j'aurais fait des choses différentes. Mais j'aime la peinture, donc dans mes photos, et des fois il y a des clins d'œil à la peinture de Paul Cézanne, peut-être de la luminosité un peu au clair-obscur qu'on peut retrouver chez les Hollandais, les maîtres hollandais, etc. Donc je m'intéresse beaucoup à la peinture et l'art en général. Donc je comprends qu'on fasse ça, mais celui qui fera la photo, ça sera un photographe. Parce que lui, il ne pourra pas t'expliquer pourquoi elle fait ça. Oui. L'artiste seul peut t'expliquer pourquoi elle fait ça. Il y a une histoire derrière. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Ouais. Et donc, quand j'ai eu cette idée d'aller photographier toutes les ethnies, il y avait le côté aventurier un peu. Mon fils était petit et quelque part, j'avais envie aussi de reconstruire ma vie, de partir dans les montagnes. Et donc, je suis parti dans les montagnes 10, 15 jours par mois. J'ai fait ça pendant 10 ans. Le projet m'a pris 10 ans, rencontré 54 ethnies. En fait, 56 sur 54, j'ai trouvé 2 ethnies non référencées qui sont honorées dans mon musée. Alors, au début, je récoltais des costumes. Des fois, je leur demandais s'ils voulaient me le vendre, puisqu'ils ne l'utilisaient plus, ou ils en faisaient un par an, donc ils en avaient en rab. Je dis, je te l'achète. Souvent, on me dit, c'est un vieux costume, ils ne voulaient pas me le vendre. Mais j'en ai acheté quelques-uns. Et donc, j'avais plein de costumes dans une petite galerie de 40 mètres carrés. J'ai dit non, ça va pas, il faut offrir un musée. Ça serait génial d'avoir un musée, mais je veux que mon musée soit gratuit. Ça va paraître fou, mais je voulais que le musée soit gratuit. Je voulais pas que ça soit un musée, je voulais que les Vietnamiens puissent venir découvrir leur pays. Donc j'ai fait ce musée pour les Vietnamiens et évidemment pour les touristes, pour moi aussi, parce que je voulais laisser une trace dans ce pays, puisque quand on est obsédé par la disparition, l'impermanence, la tradition, et à un moment donné, on veut aussi, ça fait écho à qu'est-ce que moi je vais laisser, qu'est-ce que je laisserai, qu'est-ce qui restera de moi dans ce pays-là où j'ai vécu 10, 15, 20 ans peut-être. Et donc je voulais laisser un héritage, donc le musée s'appelle Precious Heritage, hein, donc l'héritage précieux ou patrimoine précieux. Et en 2017, donc j'avais acheté une maison, alors pas à mon nom, parce que de toute façon le musée je ne le revendrai jamais, donc j'ai mis ça au nom de ma meilleure amie. Et on a dit voilà, on va ouvrir un musée. J'avais 30 ethnies, puis je me dis tant pis, on commence, on verra, puis je continuerai à voyager. Puis à chaque retour de voyage, on ajoutera. On a acheté la maison qui était derrière, on l'a agrandie. Et puis en 2020, le 4 janvier, je rencontre la dernière ethnie et ça y est, j'avais terminé le projet. J'ai rencontré 56 ethnies sur 54, donc les 54 ethnies, 53 minorités, mais j'aime pas ce mot-là parce que les ethnies n'aiment pas ce mot-là, donc je dis ethnique ou groupe ethnique minoritaire. Minorité, ça peut faire toujours un petit peu négatif, péjoratif, voilà. Dans le musée, je n'utilise pas ce mot-là, par respect pour les ethnies, parce qu'eux n'aiment pas ce mot-là. Donc, mais ils sont minoritaires en nombre, 53 ethnies, et la majorité, ce qu'on appelle les Vietnamiens, les Viet ou les Kin. Donc, c'est les Vietnamiens, 85% de la population aujourd'hui dans le pays. Le musée est gratuit, en français, en anglais, en vietnamien. En vietnamien parce que je voulais et gratuit parce que je voulais que les Vietnamiens puissent venir sans se dire faut payer, etc. Et puis, est-ce que ça va être bien? En français parce que les Français sont
très intéressés par la culture. On est quand même je vois bien, hein, toutes les nationalités ne se valent pas en termes d'intérêt pour les cultures, et je vois bien que les Français aiment la culture. Ça fait partie de notre ADN français. Les Français aiment le musée parce que, bon, pas parce qu'il est gratuit uniquement, mais parce qu'il est en français aussi, et puis parce que c'est pas un musée ethnographique, ce n'est pas un musée photographique non plus. Je le dis, à l'entrée, il y a un tableau où je dis voilà, je ne suis pas anthropologue, je n'ai pas cette prétention, je veux pas blesser l'ego des experts, mais ce n'est pas non plus un musée photographique. On vient rencontrer la diversité du pays, c'est une célébration du temps qui passe. Et puis de ces ethnies qui ont existé, qui ne seront plus là, puisque à un moment donné tout ça va disparaître, hein. Elles seront effacées, leur culture est effacée, elles seront toujours là, mais elles seront encore plus invisibles, puisqu'on ne pourra pas reconnaître leurs costumes, et puis évidemment ils se marient avec des Vietnamiens. Bon, tout ça change, un petit peu comme en France, hein. Les Normands, les Bretons, les Basques, etc. Bon, eh bien tout ça est en train de s'effacer sous mes yeux. Les dialectes s'effacent aussi, et j'avais envie de préserver. Donc j'ai enregistré les musiques dans leur dialecte quand je pouvais convaincre des mamies de 80 ou 85 ans de chanter, de s'asseoir derrière leur maison. On entend parfois les poules et tout. On les entend d'ailleurs dans le musée. Ouais, voilà. Donc je voulais faire un musée interactif. Je voulais que les gens... En fait, mon plus beau compliment, c'est pas de me dire vous êtes le meilleur photographe, tout ça. Déjà, c'est subjectif, ça veut rien dire selon moi. Mais par contre, quand les gens me ressortent du musée avec les larmes aux yeux, me disent ça fait 30 ans que je n'ai pas ressenti quelque chose dans un musée. Votre musée, j'ai passé 3 heures. Et ça, c'est des choses que j'entends très souvent. De toute façon, il suffit de le lire en ligne, les gens en parlent. Et ça, c'est le plus beau compliment, parce qu'en fait, c'est pas un musée de photographe, c'est pas un musée de photographie, c'est un musée sur la personne, sur les gens, sur la culture, sur cette transition qui est en train de s'opérer. Le Vietnam a une croissance qui nous ferait rêver, nous, partout en Europe. Et donc le pays se développe. Les Vietnamiens ne sont pas des gens qui vivent dans le passé, ils ne vivent pas dans le ressentiment, comme peut-être d'autres nationalités. C'est des gens qui vivent dans le présent. D'ailleurs, ils ne vivent pas beaucoup dans le futur non plus. C'est des gens qui sont très forts dans le présent. Et donc, c'est un pays, voilà, ils détruisent, ils reconstruisent, ils bétonnent, ils font ce qu'on a fait nous. Alors des fois on arrive, c'est dommage, ils bétonnent trop, mais bon, on a fait la même chose sur la côte atlantique, sur la côte méditerranéenne, on a fait les mêmes choses, hein. On aimerait que ça reste exotique pour notre plaisir, mais je pense qu'il faut les laisser faire leurs erreurs. Ils apprennent vite, et ils apprennent d'ailleurs très très vite. Ce serait de l'égoïsme justement. Ouais, parfois j'entends ça, des gens me disent ouais, c'est dommage, où il y a trop de touristes. Oui, mais à Venise, à Barcelone, à Paris, dans certaines régions de France, c'est pareil. Laissons-les vivre. Ils font leurs erreurs, mais ils apprennent. C'est comme de vouloir qu'un bébé ne tombe jamais ou qu'un enfant ne se fasse jamais mal. Laissez-les apprendre. Et puis, on n'est personne pour venir leur dire ce qu'ils doivent faire. Il faut rester. Moi, je vis là depuis 14 ans et je ne me dis pas que je dois leur apprendre quoi que ce soit. Je vis comme eux. Je me lève à 5 h du matin tous les jours. Je me lève avec le soleil, un peu comme Claude Monet. Je n'ai pas de rideau, donc le soleil me réveille lentement tous les jours. Voilà, donc je pense qu'on ne doit pas venir avec des... Je pense que c'est la chose la plus dure à faire quand on voyage au Vietnam, c'est de faire un reset complet, de ne pas venir avec des yeux d'occidentaux, et puis parce qu'en fait, c'est tellement meilleur quand on arrive et qu'on s'adapte. Et il y a des gens qui savent faire ça. Des gens qui arrivent ici tout de suite, ils vont manger dans la rue, ils vont s'adapter, et puis bon, il y a les autres qui viennent, qui se plaignent, qui critiquent tout, qui pensent que c'est pas bien, ils mettent du papier partout. Moi, un jour, j'ai dit ça à un Vietnamien, j'ai une belle anecdote. Un jour, j'ai dit ça à un Vietnamien de 80 ans, il m'a dit vous, il vous a fallu des générations, 100 ans pour vous laver les mains avant de manger. Donc, en gros, il me disait vous n'avez pas de leçon à nous donner. Alors, je n'essayais pas de lui donner une leçon, je lui demandais un peu ce qu'il pensait. Et il m'a dit ça, et je me dis ouais, ça remet à sa place, en fait. Il a raison. Je pense qu'il faut voyager sans idées, sans clichés, sans idées préconçues. Je pense que le mieux, c'est d'arriver puis de s'asseoir à une terrasse de café. C'est ce que je dis quand j'ai des amis qui viennent. Le premier jour, je dis voilà, ça ouvre à 6 h du mat, ça ouvre tôt, même à 5 h 30, on peut trouver le premier café dans la ville. Assieds-toi, regarde le marché vivre et regarde comment ils vivent. Et tu verras qu'on peut apprendre tous des uns des autres. Eux, ils apprennent de nous, ils rêvent tous d'aller en France et nous, on rêve tous d'aller au Vietnam. Donc je pense que il n'y a pas de paradis sur Terre, tout le monde a ses défaux. Ici, ils aiment le karaoké, c'est fort, et puis il y a la circulation est chaotique parfois, mais c'est ce qui fait le charme, l'imperfection. C'est ça. Ça fait son charme. Donc maintenant, dans le musée, tu as 56 ethnies. Sur 54. Sur 54. Ouais. Sacré boulot. Donc ça t'a pris 10 ans pour
Ouais, tous les rencontrer. C'était mes meilleures années. Ouais, j'imagine. Donc, Parce qu'en fait, faut se rappeler, faut se remettre dans le contexte. En 2010, les routes étaient en train d'être construites dans le nord. Donc c'était de la boue. S'il pleut, c'est voilà. Je suis pas un motard d'expérience, mais des fois j'avais des scooters, des fois j'avais des motos à peine avec un guidon, quoi, tu sais, enfin avec une coque, quoi, tu vois. Donc je louais ce qu'on me louait, parce qu'il n'y avait pas de touristes, donc fallait demander à quelqu'un, fallait emprunter quasiment une moto. Et puis on se retrouve une seule fois, j'ai eu besoin de demander à des Vietnamiens, la route était en chantier, il pleuvait, on voyait rien à 3 mètres, et il fallait passer un ravin, ils étaient en train de construire la route, et c'est de la boue et ça bougeait. Et j'étais avec ma meilleure amie, et là j'ai dit, je lui dis, je vais pas y arriver. Là, je vais pas. Si on tombe, c'est fini, quoi. C'est fini. On était du côté de Dien Bien Phu. C'était pas un bon souvenir pour les Français en plus. Donc je me suis dit, je sais pas, il y a un truc, ça va pas le faire. Et là, elle me dit, écoute, on va demander aux jeunes ici. Ils ont une moto. Il y en a un qui et toi, tu montes derrière. Mais moi, voilà, à l'époque, je faisais 85 kilos. Je suis derrière un Vietnamien qui doit en faire 50. Et on est sur une moto, donc lui il prend ma moto, ma meilleure amie elle est avec un autre Vietnamien, et puis ils nous font traverser ce chemin qui était boueux, qu'on ne voyait rien, il pleuvait des trombes, on était dans le nord, et là je me dis si on tombe c'est fini, quoi, ça c'est terminé, on ne reverra jamais, quoi. Et on a traversé, c'est la seule fois où j'ai eu vraiment, où ça a été, où j'ai pas osé y aller, j'ai pas osé y aller. Ils construisaient les routes, donc les graviers, forcément, bah, tu sais, quand tu conduis sur les graviers, voilà, les graviers, les cailloux, c'était rocailleux, et puis la boue, quoi. Et dès qu'il pleut, de toute façon, c'est impraticable. Avec un scooter, tu vas pas. Non, donc, mais ça a été des moments forts jusqu'à 2017 où là, on a eu un accident sérieux. Il y a une ethnie qui s'appelle les Brao, qui sont 500 personnes à peu près, mais ils vivent un petit peu au Laos. Ils ont traversé la frontière pendant la guerre du Vietnam et avec ma meilleure amie, je dis on va aller au Laos, on va essayer de les trouver là-bas. Je les ai rencontrés en 2016 au Vietnam et il reste un seul village qui est très très pauvre. Les femmes ont des oreilles agrandies avec de l'ivoire dedans, c'est superbe. Il n'en reste que 3 dans le village. Ils avaient des tatouages sur le front, mais la dernière est décédée en 2015. Moi, je suis arrivé en 2016 la première fois. Et donc je dis, on va aller au Laos, voir s'il reste une femme tatouée, tu vois. Et puis ça serait intéressant de voir la différence, comment les Brao ont évolué au Laos et au Vietnam. On part là-bas, je pars avec un autre photographe à l'époque et ma meilleure amie. Et on loue 2 motos, et puis là-bas, le casque n'est pas obligatoire, mais réflexe, on porte le casque, parce qu'au Vietnam, on a le casque. Donc je porte le casque, évidemment, mais c'est des casques... les casques de baseball. Ouais, c'est des casquettes, quoi. Avec le trou derrière pour mettre les cheveux pour la femme, le truc. Et ma meilleure amie n'attache pas son casque. On roule, et à un moment donné, alors déjà la veille, on fait réparer le pneu, il était à plat, on était resté dans un restaurant, et puis t'as un Laotien qui le répare, on filme, ça nous a fait rire, ok. On conduit très très vite, avec cet Australien qui était avec moi. On conduit pour essayer de trouver un hôtel avant qu'il fasse nuit, toi. Donc on trouve un hôtel, pas de souci. Je me suis toujours dit que si j'avais eu l'accident à ce moment-là où on conduisait vraiment vite sur la voie principale, j'étais mort. Et le lendemain on repart, lui il part un peu devant, et puis moi je m'arrêtais parce que moi j'aime bien aller tranquille. Donc là pour le coup on avait le temps, il était 8h du mat, 50 km/h, et le pneu éclate. Il a été mal réparé, le pneu éclate, et quand un pneu éclate, la roue se bloque net. Je passe par-dessus et je me souviens, excusez-moi, je me dis, oh merde, et bah, et là, blackout. Je me réveille, quelqu'un me relève, des gens me relèvent, je regarde et je vois ma meilleure amie qui est à 50 mètres, la moto qui est dans l'autre sens, mon sac, mon appareil photo qui est en vrac quelque part, mon téléphone qui est explosé. Qui explosait, qui marche encore, mais l'écran est complètement cassé. Et là, je vois qu'elle se réveille pas. Ils me disent, elle se réveille pas. Et il y a un camion qui s'arrête, un petit camion, comme on trouve au Vietnam, les tout petits camions, les camionnettes, avec la remorque derrière. Ils nous mettent dedans. Ils disent, il y a une clinique là-bas. Enfin, on est au sud du Laos, on est à 6 heures de la frontière. On est chez les ethnies nous ramassent, mettent mon appareil photo, mon téléphone dans le sac, enfin ce qu'il en restait. Et on nous emmène dans une... voilà. J'ai 34 cicatrices sur moi. Donc là, j'en ai partout. Caché ici. J'ai 34 cicatrices, le pied, les jambes, les genoux, etc. Entorse, les dents un peu cassées au départ. Enfin, ce jour-là, elle se réveille pas. Elle a été dans le coma pendant 3 jours. Mais avant ça, on était dans les montagnes.
Donc pas d'hôpitaux, pas de scan. On nous dit qu'il faut aller à Paksé, dans le sud du Laos, on est à 3 heures. Ou alors on va en Thaïlande. J'avais pas beaucoup d'argent sur moi, j'avais que du cash. Je paye là. Donc il nous couture, elle, il la rase devant moi, elle était à côté de moi, il la rase pour la recoudre. Hein. Elle a 3 cicatrices sur le crâne, mais elle se réveille toujours pas. Donc moi je paniquais, je me dis si elle est morte. Voilà. Donc là c'était chaud, là c'était chaud. Et on me dit tu peux aller je comprends. Alors incroyable, il parle un peu vietnamien. Moi je parlais vietnamien un peu plus déjà à cette époque-là. Donc il me dit vous voulez aller en Thaïlande ou on va à Paksé. Je dis il faut faire un scan. Pourquoi elle se réveille pas? Il faut faire un scan. Donc on va à Paksé. On arrive à l'hôpital international, il n'y a pas de scanner ici. On repart dans l'autre sens. Donc là on s'était éloigné de la frontière vietnamienne. Et il me dit Thaïlande c'est le mieux, c'est plus proche. Je dis ouais mais j'ai pas d'argent, j'ai pas de carte bleue, c'est elle qui a le code. Et elle dort là, tu vois. Elle est dans le coma. Et je dis j'avais un peu de cash. Il dit ça suffira juste pour payer l'ambulance, on te dépose à la frontière vietnamienne. Et je prends une photo de ma tête et j'envoie ça sur Facebook. J'avais plein de fans vietnamiens qui me suivaient. J'ai plein de fans toujours, enfin de followers comme on appelle ça, parce que j'aime pas ce mot fan, je trouve que c'est malsain. Enfin des gens qui suivaient ma page et je dis SOS. Je dis voilà, j'arrive dans 6 heures, je serai à la frontière. On a eu un accident, c'est grave. Ma meilleure amie se réveille pas. Et là, je savais pas. Et on part dans les montagnes, c'est pas une frontière où les touristes passent, hein, c'est pas la fameuse frontière où tout le monde passe entre le Vietnam et Laos, c'est une frontière où personne ne passe, frontière plutôt militaire même. Et on arrive là-bas, et puis il y a des Vietnamiens qui sont de l'autre côté, que j'avais jamais vu, avec une ambulance vietnamienne qui nous aide à traverser, qui me prennent et puis qui traverse le brancard et qui la mettent dans l'autre ambulance. À la douane, ils étaient en train de boire un coup, donc ils ont tamponné sans voir qu'il y avait une Vietnamienne qui rentrait dans le pays inconsciente, dans le coma. Personne n'a fait attention. Ils passent, et là, on a fait 1 heure de route pour aller au prochain hôpital avec un scan. Et là, on dit on va faire un scan. Et là, il y avait un caillou dans son cerveau qui se formait, donc il dit on va être obligé d'ouvrir, de faire un. Et là, je me dis, c'est foutu, elle se réveille pas, quoi, tu vois. Et ces gens-là, ces Vietnamiens, sont devenus des amis. Je les remercie, je les salue si un jour ils me regardent. C'est devenu des amis proches, hein. Ça a été, d'ailleurs, c'est toujours un peu émouvant. Ils ont dormi à côté de moi, à l'hôpital. Je les ai jamais vus, ces gens que j'avais jamais vus. Tu les connaissais pas? Non, jamais. On s'est jamais vus. Ils m'ont acheté des chaussures. Ils ont du mal à trouver des chaussures en 44. Et ils m'ont acheté une carte SIM. Et ils ont dormi à côté de moi, et leur femme a dormi à côté de mon meilleur ami dans l'hôpital. On était dans une grande salle, on était 10 dans la chambre. Et les femmes ont fait les femmes de ces 3 garçons-là ont fait des soupes pour me faire manger. Ils m'ont fait manger quasiment. C'est limite. Et ils ont fait la toilette. Les femmes ont fait la toilette à mon ami. Enfin, tu vois, c'est incroyable cette bienveillance. C'est incroyable. Et je veux dire, ils ont payé l'ambulance, ils ont tout payé. Donc évidemment, je les ai remboursés bien plus tard, un peu plus tard. Et quand ma meilleure amie s'est réveillée, ils ont dit qu'il faut absolument qu'elle aille à l'hôpital à Chieu Rai, c'est à Saigon, on appelle ça the last station, la dernière station. En général, c'est là où finissent tous les gens quand les hôpitaux peuvent plus les soigner, ils les envoient là-bas. C'est un mouroir, quoi. Et elle part là-bas, moi je pars à Da Nang, sa famille, les staffs parce qu'elle a une boutique ici, ils vont tous auprès d'elle. Moi je me retrouve à Da Nang, ma fille venait de naître, donc c'est un truc de délire, hein. On est le 14 février 2017. Je fais plus la Saint-Valentin, j'ai une excuse maintenant. Ma fille naît un petit peu après, et moi je suis à l'hôpital alors que ma fille naît, donc je suis pas là pour la naissance de ma fille quasiment. Et là je réalise qu'à un moment donné, bon, il faut ralentir. Je parle pas en moto parce que je roulais pas vite, mais il va falloir travailler différemment. Bien sûr, cette peur que tout disparaisse, d'essayer d'aller vite, ça nous a fait être moins prudents sur le choix de la moto, sur le casque, etc. Et au final, là, je me suis rendu compte que peut-être qu'il fallait arrêter le projet, en fait. Donc, j'ai failli arrêter, j'ai failli abandonner. Oui. Ouais. Cet accident, ça a fini de mettre fin à... Elle a été 2 mois amnésique, elle me reconnaissait pas, c'était un légume. J'ai des vidéos d'elle, elle est comme ça, et puis elle reconnaît personne, quoi. Donc, ma meilleure amie, c'est chaud, hein. Et c'est ma business partner, en plus. Donc, c'est elle qui a le nom sur tout. Donc, elle a la banque et tout. Moi, je n'avais plus rien, parce que moi, je me suis jamais joué, voilà, je faisais pas, voilà. C'est elle qui avait été gestionnaire de tout, donc j'avais même une carte bleue, il n'y a pas d'argent sur mon compte, quoi. Je gagnais pas d'argent à cette époque-là, je gagnais pas beaucoup d'argent, donc mais c'était pas mon but en plus. Moi, c'est elle qui gérait tout, je m'en fichais. Mais là, sur le coup, la personne clé de ma vie ici, qui faisait mon visa, qui gérait tout, si elle meurt et tout, ça remet tout en question. Mais au-delà de ça, c'est ma meilleure amie. Et si elle meurt, et c'est moi qui conduisais, bien que ce ne soit pas de ma faute, c'est à vie que ma vie s'arrête. Enfin, ma vie se change, quoi. Elle sera bouleversée à jamais. Bon, au bout de 2 mois, elle est revenue à elle et on a été soutenus.
Puis j'ai une assistante qui a joint l'équipe. La première semaine où c'était son premier travail, ça a été de gérer tous ces trucs-là, des ambulances. Elle travaille encore avec moi, Zhang, aujourd'hui, mon assistante, je la salue, que tu as rencontrée. Et c'est elle est redoutable parce que beaucoup auraient abandonné le job, ça commençait mal. La première semaine de travail, elle doit gérer tous ces trucs-là, quoi. C'était compliqué pour elle, hein. Moi, j'étais à l'hôpital, enfin voilà. Et bon, ça, c'était un trauma un petit peu. Encore aujourd'hui, il m'a fallu du temps pour remonter sur la moto. Maintenant, je fais plus attention. Je fais beaucoup en voiture et en avion. Et puis, je loue une moto sur les derniers 30 km pour me balader. Mais j'ai toujours, si ça dérape un petit peu, j'ai le cœur qui bat. Parce que voilà, non, ça a été traumatisant. Et puis, philosophiquement aussi, je me suis dit, bon, ma fille est en train de naître et moi, je suis à l'hôpital. Bon, à un moment donné, il faut... Mais je voulais pas abandonner. J'ai toujours, c'est un peu l'éducation que je donne à mes enfants. Je dis toujours, les gens abandonnent. Il y a plus de gens qui abandonnent que de gens qui vont jusqu'au bout. Et j'essaie d'inculquer ça à mes enfants. Je dis, si vous commencez quelque chose, faut le finir. C'est pas facile, mais faut le finir, parce que cette satisfaction de terminer quelque chose, même si c'était dur, c'est tellement puissant. Et donc voilà, j'ai pas abandonné, j'ai continué. Et puis le Covid arrive en mars 2020. C'était la fin du projet. Et là. À domicile, et là c'est compliqué parce que là je me suis dit, est-ce que j'arrête la photo, est-ce que voilà, j'avais fait un beau musée qui commençait à être on a fait la BBC, New York Times, on a eu le trophée des Français à l'étranger au Quai d'Orsay, j'ai reçu le trophée voilà, c'est une fois par an, ils donnent à un Français qui a fait quelque chose de significatif dans le monde. Bon, c'est moi qui ai gagné ce moment-là, c'est ce qui m'a amené cette photo, de rencontrer l'ambassadeur vietnamien, tout ça, ça a été, c'est à chaque fois, hein, ça a été des... rien n'arrive par hasard, je pense. Mais là, je termine le projet et je dis, bon, si c'est faire des photos de jolies vietnamiennes en tenue traditionnelle, non, c'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai pas envie d'être un photographe, je veux raconter des histoires, je veux que ça serve à quelque chose, je veux créer. Ça, je pense que c'est ça. Et je veux être artiste, je veux pas être que photographe. Et quelque part, mon musée, ça m'a transformé en pseudo-anthropologue amateur. J'ai lu énormément de livres, j'en lis encore. Hier, je lisais un livre sur les tigres, justement, du Vietnam et sur comment les ethnies ont géré les tigres au Vietnam. Et voilà, je continue à lire sur ces choses-là. J'ai lu des centaines de livres qui ont fait écho avec ce que je vivais tous les jours avec ces ethnies. Donc, c'est au-delà de la photographie, c'est culturel, tradition, préservation. Et le musée est gratuit. Puis j'ai dit, quand l'UNESCO m'a fait une belle lettre de recommandation, Google Art and Culture ont mis mon musée sur voilà, les ethnies au Vietnam sur Google, sur le musée Google virtuel. Et ben c'est mes photos, c'est mon travail. Donc j'ai été et tout ça, c'est une belle reconnaissance. Mais quand tout ça se termine, on fait quoi? On va aller faire des photos comme ça dans la rue, comme ça. Non, il me fallait un projet, quoi. Un nouveau challenge. Il me fallait un nouveau challenge, il me fallait un nouveau projet. Et puis je voulais voir si j'étais capable de faire autre chose que du portrait, même si je fais encore des portraits. Hein. Je sais qu'on aime bien dans l'art mettre les artistes dans des box, un peu dans les. Voilà, t'es portraitiste, et puis tu fais du documentaire, ou alors tu fais du fine art, enfin des belles photos, ou alors c'est du documentaire. Un jour, on m'a même dit, c'est le New York Times qui me dit, votre photo n'a pas besoin d'être belle. Je dis, waouh, je pourrais pas faire du journalisme, alors parce que j'ai besoin que ça soit beau. J'aime la beauté, je trouve que j'aime l'art en général, j'aime tout type d'art d'ailleurs. J'aime la sculpture, j'aime la musique. Donc non, je pouvais pas faire des photos qui sont juste informatives. Je voulais faire un mix entre le documentaire et l'art. Je voulais que ça ait une mamie habillée dans son... transmettre une histoire à travers ta photo. Ouais, la photo est un outil en fait, et je voulais qu'en regardant une photo, en entendant la musique d'une mamie qui est en train de chanter de 80 ans dans un dialecte qui disparaîtra, et voir cette mamie qui pose les poupéos, je te la ferai voir tout à l'heure dans le musée, cette mamie qui pose, on dirait une princesse quasiment, une reine, qui pose dans son costume traditionnel, fière, qui ne regarde pas l'objectif, et on entend cette musique. Je dis toujours aux gens, installez-vous, il y en a des sièges dans le musée, posez-vous, écoutez la musique, regardez, elle résonne. Un peu comme dans le cercle des poètes disparus, quand ils regardent les photos des anciens élèves de l'école, et puis regardez, écoutez. Carpe diem, tu vois, quand il dit ça, j'adore ce film. Et ben c'est ça, écoutez, prenez le temps, asseyez-vous dans le musée, regardez ces mamies fières, ces 1000 ans de tradition. On est au-delà de la photographie, on est au-delà de l'ethnographie, on est dans l'humain, dans la diversité et tout ça, et l'art. Et je voulais pas que ça ne soit que documentaire, je voulais que ça soit beau aussi. Beau, émouvant et tout ça. Donc c'est pour ça. Émouvant, tu dois avoir des moments émouvants. Alors il m'est arrivé, il y a des moments joyeux, il y a des moments surprenants, il y a des moments émouvants. Alors, bon, il y a cette fameuse histoire de la petite fille aux yeux bleus qui est quand même un peu incroyable.
Un jour, j'arrive et je me dis, dans un village, je voulais voir les Cham, hein, une des ethnies principales du Vietnam, enfin, qui a régné sur la Nam, hein, sur la partie centrale et un peu sud du Vietnam. Je dis à ma meilleure amie, bon, on va chez les Cham. On va dans la région, j'arrive, on s'arrête, il fait très chaud ici au Vietnam. On était au mois d'avril de mémoire, il fait chaud, on est en moto, on s'arrête dans une petite boutique en plein air là, et j'achète une bouteille d'eau à 8000 dong. Et la dame me dit, elle ne voyait pas souvent des étrangers, elle me dit, ah, vous êtes là pour la fille aux yeux de chat. Je dis, pardon. Elle me dit, bah, là, vous venez faire la photo de la petite vietnamienne aux yeux bleus, enfin la Cham aux yeux bleus. Je dis, il y a une Cham aux yeux bleus, ça m'étonnerait, à mon avis, elle hallucine. Et elle me dit, si, là, la maison dans le coin, allez-y, vous verrez, elle a les yeux bleus. Je dis, ça c'est ok, je prends la moto, on y va, on rentre dans la cour. Et là, la petite était à l'école, et sa sœur, qui s'appelle Sapa d'ailleurs, hein, comme la ville, sa sœur a un œil bleu, un œil marron, elle a les yeux verrons. Et là, je vois ça. Et le frère arrive, il dit non, pas de photo. Je dis pas de problème, moi, de toute façon, pas de problème, je respecte. Parce que j'ai jamais volé une seule photo de ma vie. Donc je veux que les gens se sentent bien, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc je m'assois, et puis les parents arrivent adorables, ses parents sont adorables, ils nous demandent alors vous êtes d'où? Je dis en vietnamien, je dis Toi Lang Nguyen Phat, je suis français, donc j'explique tout ça et un petit peu, puis ma meilleure amie traduit le reste et on s'assoit, ils offrent le thé, le père était menuisier donc il travaillait en même temps, la mère faisait de la poterie, les poteries de Cham et la petite Anne Phuc était à l'école donc on l'avait pas encore vue et la sœur. Puis je voyais bien que c'était pas le moment de faire une photo. Et on est resté toute la journée. Et je dis, je ferai pas de photo, mais est-ce qu'on peut rester? J'aimerais bien apprendre des Cham. Est-ce que vous savez encore écrire le dialecte Cham, qui ressemble un peu d'ailleurs au Khmer et au Thaïlande aussi. Okay. Et donc le papa savait pas trop, personne ne savait. Donc tu dis, tiens, ça c'est intéressant. Et on me dit, il y a un vieux monsieur dans le village qui a 98 ans, lui il sait, j'irai le voir après. Et lui, il avait un manuscrit très beau d'ailleurs, c'est une de mes photos préférées. Mais il n'a jamais voulu me le donner. C'est le dernier qu'il a. Et donc, on discute. Et je dis, demain, je reviens. Et je reviens le lendemain. Et là, il me dit, tu veux manger avec nous? Alors, on mange ensemble. Parce que c'est comme ça, en Vietnam, si on arrive à l'heure, on mange à l'heure du repas, on est invité. C'est impossible de laisser quelqu'un nous regarder manger. C'est obligatoire. Et puis, et puis, ils sont contents de voir. Ça leur fait plaisir, oui. Et ça leur fait super plaisir. Ils mettent les petits plats dans les grands, on mange par terre, assis. Mais c'est comme ça, c'est chouette, on est sale. Mais c'est ce qui fait la magie de l'expérience. Et elle me dit, si tu veux prendre la photo, ma fille rentre de l'école, les deux filles vont rentrer. Et là, je vois la petite avec les yeux bleus, les deux. Avec un voile vert. L'autre, elle avait un voile bleu. Et je dis, est-ce qu'on pourrait interchanger les voiles? Et je voudrais avoir ça. Le bleu avec le voile bleu, c'est magnifique. Et donc, je fais cette photo. Et quand je vois la photo, je lui dis, tu sais, moi j'ai une galerie, je lui explique. Ça veut rien dire quand tu leur dis j'ai une galerie ou un musée, pour eux, ils savent pas ce que c'est. Et je lui dis, si tu m'autorises, c'est peut-être une photo que je vendrai, ou en tout cas, elle sera dans mes livres. Mais je sais que ça va marcher cette photo, donc je voudrais faire quelque chose pour vous. Et là, elle me dit, non, il n'y a pas besoin. J'y suis. Par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait améliorer votre vie? Vous avez une grande cour, pourquoi pas faire un petit shop? Comme ça, vous pourriez vendre aux gens du village et tout. Elle me dit, ah ouais, ça serait génial, on pourrait construire ça avec des briques. Et puis après, elle me dit, ah non, parce que s'il y a un des voisins qui ne paye pas, nous, on ne veut pas de problème avec les voisins. Bon, ok. Et je lui dis, j'ai une idée. Est-ce qu'on pourrait acheter un veau? Il me dit, bah là, on n'a pas d'argent. Je dis, non, mais moi, j'achète. Ça vaut combien? Alors, avec ma meilleure amie, elle part voir. Et elle revient, elle me dit, ça vaut 1000 €, quoi, 1000 $. Je dis, banco, j'achète un veau. Vous allez le faire manger et vous le revendrez plus tard quand il sera rond et vous en rachèterez 2. Vendu, c'est fait. Je dis, ma meilleure amie, elle me dit, viens pas avec nous, sinon ça sera plus cher s'il voit un étranger. Donc, laisse-moi faire. Elle y va, et la maman revient, et elle est en larmes. En larmes, vraiment, en larmes. Ma meilleure amie a filmé un peu. Je lui dis, on part. J'ai encore cette vidéo. La maman est en larmes, elle est comme ça et tout. C'était émouvant. Pour moi qui suis sensible, j'étais ému aussi, tu vois. Je suis content qu'on n'ait pas filmé ma tronche ce jour-là, que ma tête ne soit pas filmée. Mais ma meilleure amie a filmé un peu. Et ma meilleure amie avait les larmes aux yeux. Tout le monde était ému, tu vois. Et donc, il me dit, on va l'appeler Bar, c'est-à-dire comme le feu bar, tu vois. C'est le veau. Enfin, la vache, pardon, le bœuf. Lai, donc c'est Bo Lai. Et ça veut dire la vache de l'étranger. Et ils l'ont revendu depuis, ils en ont d'autres maintenant. Et ça les avait émus. Et donc voilà.
Je poste la photo, ça fait un truc incroyable sur Internet. Les gens adoraient, tous les gens me disent c'est Photoshop. Je suis bien sûr que je ferai jamais de Photoshop. Puis je fais un selfie avec elle, on voit bien que sur l'iPhone, mais les gens pensent toujours que c'est Photoshop. Évidemment, ça ne l'est pas, c'est un défaut génétique. Mais quand j'ai demandé à la famille, ils disent ouais, c'est parce que l'arrière-grand-père était français et c'est à cause de ça, parce que après la guerre du Vietnam, à l'indépendance, il est resté ici. Il est mort de vieillesse, mais il est resté ici avec donc l'arrière-grand-mère. Donc l'arrière-grand-père était français. Évidemment, je sais que c'est pas ça, mais j'ai jamais dit à la famille. Mais un jour, un médecin est venu, il m'a dit que ça s'appelait, il y a un nom, je sais plus, c'est un défaut génétique simplement. La petite voit bien, mais il y a des mêmes faciès, c'est exactement les mêmes en Indonésie, aux Philippines. C'est un défaut génétique qui arrive, et souvent les enfants sont aveugles. Et donc j'ai un ami qui a fait une photo d'une petite Indonésienne, a le même visage, on dirait la même, une copie. Et c'est le nez, tout, la structure, c'est un défaut génétique. Donc je suis retourné voir, je dis je vais financer l'école des deux petites, de Han Phuc et Sapa. Et voilà, il faut aller à l'école et tout. Donc, et Han Phuc était un peu timide, et puis je dis, vous avez un autre rêve, parce que cette photo elle marche bien, je vois en plein de photos et j'aimerais vraiment faire autre chose. Bon, la vache, le veau, c'est chouette, mais il me dit, on aimerait voir où tu vis. Je dis, vous voulez venir à Hoi An? Ok. On va prendre un billet d'avion. Elle me dit, mais nous on n'a jamais pris l'avion, quoi. On ne sait même pas comment on fait dans l'aéroport. Je dis, vous n'avez pas quelqu'un de la famille qu'on pourrait emmener avec vous pour vous... Je ne vais pas faire l'aller-retour pour... Il me dit, mon oncle, il sait. Bon, allez, on emmène l'oncle avec. On emmène le père, la mère, les deux sœurs et l'oncle. Ils sont restés dormir chez moi. Et il y a une autre histoire émouvante. C'est cette mamie que je voulais prendre en photo, puis elle n'était pas à l'aise devant la caméra. Puis elle me regardait, puis je faisais souvent mes photos un peu en contre-plongée, et puis elle me regardait comme ça, et puis elle me dit, regarde, j'ai plus de dents, elle me dit, pourquoi tu me prends en photo, je suis pas belle, je dis non, Dep, je dis, c'est la mamie, et Dep, ça veut dire beau, je dis non, Dep quoi, je dis non, je dis, t'es très belle, et elle me dit, mais non, pourquoi t'es pas venue quand j'étais belle et que j'avais 18 ans, et j'ai trouvé que c'était vraiment beau, et j'ai fait cette photo. Et en 2020, donc ce fameux dernière ethnie était dans cette région-là, et je retourne voir, parce que j'aime bien aller retourner voir toujours les familles que je connais, donc ça me fait plein de gens aller voir à chaque fois, ça me prend de plus en plus de temps, mais je leur promets que je reviendrai, et je reviens toujours, je leur amène le livre, la photo, je leur explique le musée, je leur fais voir le musée, et je mange avec, quoi, évidemment. Et j'arrive avec une photo sur bois, parce que je voulais pas l'encadrer si ça casse pendant le voyage, et puis pour eux, ils vont pas aller l'encadrer, quoi. Je vais pas leur amener en rouleau, et puis tu vois, c'est pas possible. Donc j'amène sur bois, c'est pratique, ils le mettent directement au mur. Et j'arrive là-bas, et la fille me regarde, et elle regarde la photo, et elle se met à pleurer. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, elle est morte le mois dernier. Et là, j'étais avec des amis que j'avais emmenés, qui vivaient ici, puis je leur ai dit, je vous emmène avec moi en voyage, je vous invite avec moi, vous verrez comment je travaille, puis c'est sympa d'y aller avec des amis, je vais vous faire voir autre chose que les circuits un peu touristiques. Et mes amis étaient en larmes, enfin on était tous en fait, moi encore une fois je suis assez sensible, j'étais ému forcément. Elle n'avait pas de photo de sa maman en fait, ils n'avaient aucune photo, aucun souvenir, rien. Ils avaient une photo de sa maman quand elle avait 19 ans ou 18 ans, parce que c'est fait par le gouvernement à l'époque, ou au mariage, les photos de mariage qui sont retouchées à bloc, elles sont toutes blancs. Oui, ils sont tous blancs. Tout blanc avec un coucher de soleil d'un faux pays de l'époque, et mais elle n'avait pas de photo. Et là, je lui amène la dernière photo de la mamie en fait. Incroyable. Et là, enfin de sa maman. Et là, c'était elle était belle cette femme-là, et je me dis, le temps, encore une fois. Le temps qui court, l'impermanence, tu vois, ça me fait toujours penser à ce fameux poème de Lamartine, « Ô temps, suspends ton vent ». Et c'est ça, je me dis, à un mois, quoi, je l'aurais vu, quoi. Et j'étais pas là. On peut pas être tout le temps partout. Non, mais mais c'est ça, c'est ça la leçon, en fait, c'est la plus grande leçon que j'ai appris au Vietnam, c'est accepter l'impermanence. Et je pense que c'est une des trois leçons fondamentales du bouddhisme, c'est que la première, on est né pour souffrir, tout le monde. Voilà, on souffrira tout le temps, de toute façon. Et plus on vieillit, plus on souffre, physiquement, mais aussi on perd nos proches. Et puis, à cause de cette impermanence, faut accepter que tout passe et profiter un peu, comme carpe diem, profite du temps présent. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu collectionner pour retenir, pour essayer de toujours un espèce en guerre perpétuelle contre cette impermanence, donc c'est le romantisme. Est-ce que le musée, c'est justement aussi une manière de lutter contre C'est ça. Et en fait, j'ai refait un texte qui s'appelle Le mot de l'artiste, que j'ai mis dans mon musée il y a 2 semaines. J'ai eu un déclic, en fait, et je me suis dit, c'est fini, souris, arrête d'être triste.
Parce que plus je faisais ce projet-là, plus j'étais triste en fait, plus je me disais tout ça va disparaître et je ne peux rien faire. Ça te blessait? Ouais, ouais. À chaque fois que je revenais, que je voyais tout qui avait disparu, tout avait été rasé, que des ethnies étaient habillées en... En 10 ans, tu as vu... En 10 ans, j'ai vu, mais c'est comme si c'est comme si, ouais, c'est comme s'il y avait 20 ans qui se passaient en un an des fois. C'est incroyable. Bah, c'est bien simple, la 4G, TikTok, il y a des chaînes Mong TikTok, quoi. Alors, encore une fois, qu'on soit clair pour tes spectateurs, je ne blâme pas ces gens-là, on a fait la même chose. Mais c'est simplement entre moi et moi-même, je me dis, j'aimerais tellement tout ça, j'aimerais tellement avoir le temps de documenter tout ça pour garder ça pour les prochaines générations. Donc le musée, dernièrement, j'ai écrit ce texte où j'ai mis que le musée n'était pas un mausolée, c'était pas un cimetière des cultures disparues, mais c'était un musée pour célébrer le temps qui passe. Et on se dira, voilà, ne soyez pas tristes. C'est ce que je voudrais dire aux gens qui visitent le musée quand ils ressortent, parce qu'il y a un sentiment un peu mitigé. C'est beau, le musée, on a découvert, c'était chouette. Et en même temps, on se dit que tout ça va disparaître. Donc, selon la personnalité de la personne, certains vont sortir du musée avec un peu de tristesse, parce que certains aiment le drame et puis voient le verre à moitié vide. D'autres vont dire, c'est beau ce que tu as fait, ça aidera à se préserver. Mais ça dépend de chacun. Moi, je voulais simplement dire aux gens, voilà, dis-toi, c'était là, tu l'as vu, ça existait. Et voilà, rappelons-nous que c'est voilà, de la beauté, de la diversité et de la tolérance, de la culture. Et donc ce musée n'est pas un mausolée, mais plutôt une célébration du temps qui passe. C'est ce que tu aimerais, ce que retiennent les gens. Je veux que les gens partent et se disent souriez. Vous avez vu quelque chose que vous ne verrez peut-être jamais en vrai, que moi je ne suis plus capable de retrouver. Quand je rentre, tu sais que si tu vas à Ha Giang, la fameuse boucle de Ha Giang que tout le monde fait, Dong Ban au nord du Vietnam, c'est très c'est à la mode en ce moment, tout le monde va là-bas. Il n'y a plus un seul costume Hmong traditionnel, ça n'existe plus. C'est vrai. C'est que des costumes imprimés en Chine, faits sur des jus, sur du polyester, et c'est imprimé. Les motifs, tout est imprimé, ça vaut $3. Ça n'existe plus dans cette région. Il n'y a plus un costume traditionnel Hmong. Wow. Donc les gens ils voient des costumes colorés, ils ont l'impression, mais en fait c'est juste imprimé en Chine, made in China, en industriel, quoi. Donc de loin comme ça en photogénique c'est beau, enfin en photographie c'est beau, mais tout ça ce ne sont plus les costumes originaux. Donc ce qu'il y a dans mon musée c'est unique. C'est une marque du passé. J'ai le plus beau costume. Si un jour tes spectateurs visitent nos musées, c'est le costume en écorce d'arbre. Il est incroyable. Qui est incroyable puisqu'il a été fait il y a plus de 100 ans, a été réparé. Et à l'époque de l'Indochine, les Français ont rapporté, les gardes forestiers ou les gens qui étaient en poste en Indochine, dans leurs mémoires, ils racontent comment ils ont découvert les premières tribus qui étaient habillées en écorce d'arbre. Donc avant le coton, avant la soie, avant le chanvre. C'était des écorces d'arbres ou alors nus quasiment, avec un pagne pour les hommes et nus pour les femmes. Et l'écorce d'arbre, c'était pour déjà une partie un petit peu haute de la société de toi. C'était le chef du village, un peu les personnes importantes du village avaient le droit au costume en écorce d'arbre. Et un jour, les Ketou, on les appelle les Ketou, ils sont à peu près à 3 heures d'Hoi An. Je t'invite à aller faire un tour chez eux un jour, parce que tu pourrais faire une excellente vidéo. J'ai emmené l'équipe d'Échappée Belle chez eux un jour, c'était vraiment sympa. Jérôme Pitterin avait beaucoup aimé. Et donc, dans cette tribu-là, j'avais expliqué que j'aimerais un jour avoir le costume en écorce d'arbre, c'est ce qui me manquait. Et un jour, un dimanche, mon équipe m'appelle et me dit « Réan, il y a le chef des Ketou qui est là, dans le musée. Il a un cadeau, il est venu pour toi. Il veut te voir. » Je dis « J'arrive. » Bien sûr, j'arrive, je prends un auto, j'arrive. Et là, il sort d'un gros plastique, d'un sac en plastique. Il me dit « Voilà, c'est pour ton musée. » Et je me dis « Waouh, le costume en écorce d'arbre. » Et comme dans mon musée, le musée, c'est une photo de 2 mètres et le costume sur un mannequin. J'avais pas la photo, alors je lui dis, on est dimanche, mardi, je viens vous voir, est-ce que je peux venir? Il faut que je fasse la photo de quelqu'un avec un costume pour rester dans la cohérence du musée. Je dis, pas de problème, on se voit mardi. Donc j'y vais, j'arrive en moto là-bas. Il me présente la personne qui avait préservé le costume, l'avait réparé, etc. Et je lui dis, parfait, il a une bonne tête, s'il est d'accord, il va poser pour le musée. Je dis, allons-y. Il me dit, et donc le chef des Ketou me dit, mais t'as le costume avec toi? Je dis non. Il me dit, mais on t'a offert le dernier, c'était le dernier. On n'en a plus, c'est toi qui as le dernier. On a envoyé quelqu'un, un taxi, un mototaxi, chercher le costume à Hoi An et nous le ramener dans le village. Ça a pris la journée pour retrouver le village, nous retrouver, parce qu'on était paumés. Donc la 3G, 4G n'arrivait pas là-bas.
Et ça a été compliqué et j'ai fait ma photo. Quand tu réfléchis sur ton parcours, qu'est-ce que tu te dis? Des fois, tu retraces ton parcours et tu te dis c'est souvent, quand même incroyable tout ce que ça a pu m'apporter. Ah oui, ouais, bien sûr. Je me pose souvent la question, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais resté en France, si j'étais resté commercial dans l'imprimerie, dans le marketing et tout. Là, j'ai une vie tellement plus riche. Alors évidemment, j'aime la vie que j'ai eue avant, et puis la partie marketing m'a aidé pour ma carrière. Tout ce que j'ai appris de la France m'a aidé. Je pense qu'il ne faut pas renier ni son pays, ni ses expériences. Tout est utile. Tout arrive. Oui, tout arrive pour une raison. Ça me rappelle ce livre de Voltaire, Zadig, où avec ce chapitre sur l'ermite, Zadig rencontre un vieux monsieur qui a l'air sage. Ils se font accueillir chez des différentes maisons, et puis le personne qui l'accueille le plus, le mieux, est un monsieur qui est pauvre. Et le lendemain, l'ermite brûle sa maison. Zadig lui dit, mais attends, t'as vu comment il nous a accueillis, t'as brûlé. Et il dit, mais tu sais, tout arrive. Quand il va reconstruire sa maison, il trouvera un trésor, il deviendra riche. Mais il fallait que sa maison brûle avant. Et donc c'est ça, tout arrive pour une raison. J'adore ce chapitre de l'ermite de Zadig. C'est un des contes philosophiques de Voltaire, de très connu. Et je pense que c'est ça. Tout arrive pour une raison. Donc parfois, des choses t'arrivent et tu as l'impression que c'est un coup dur. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive après. Tu apprendras de ça. Donc ça, moi, c'est ça que j'ai appris peut-être avec ces ethnies, avec cette expérience au Vietnam. C'est que même cet accident que j'ai eu, aujourd'hui, ça sert dans le musée, ça rend le côté un peu aventurier, c'est un peu marketing. Mais quand je mets ma photo plein en sang dans le musée, les gens, à l'entrée du musée, ça commence comme ça déjà, ça commence mal. Mais aujourd'hui, ça devient un souvenir. Mais j'ai appris plein de choses de ça. Et puis c'était nécessaire pour me faire réaliser aussi que j'avais mes enfants. Parce que j'étais quand même parti dans ça, cette course à permanence, toujours cette course contre le temps, pour dire à chaque fois que j'arrivais, à chaque fois je voyais les signes de l'extinction de toutes ces choses-là. Donc et t'en oublies parfois ta propre famille. Donc à un moment donné, je me suis dit il faut ralentir, ou alors il faut finir le projet et puis concentrer sur mes enfants, chose que je fais aujourd'hui. Des fois on me demande, est-ce que tu feras ça pour le Cambodge, le Laos ou d'autres pays, et je dis non. J'ai fait ça, c'était une histoire d'amour entre le Vietnam et moi, c'était un moment de ma vie, mais je ne suis plus capable de partir 10-15 jours par mois pendant 10 ans. Mais maintenant, mes enfants grandissent, ma fille a 8 ans, mon fils a 12 ans. On ne peut pas aider les autres et puis ne pas s'occuper de ses enfants, c'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut, il y a un moment pour tout. Aujourd'hui, je m'occupe de mes enfants, préadolescents, et puis je les emmène chez les ethnies, on fait les No Tablet Week, une semaine sans écran, et ça c'est bien, ça remet tout à zéro. Ça remet tout à zéro, ça aide à, faut que les enfants, moi j'ai grandi, quand j'étais gamin, je jouais dans les champs de maïs, je faisais des cabanes dans les arbres, il n'y avait pas d'écran. Alors, encore une fois, c'était mieux avant. Mais là, je pense que oui, pour le coup. Pour le coup, je pense aussi. Voilà. Mais l'écran, c'est intrusif, c'est envahissant. Moi, personnellement, je ne suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux. On utilise, évidemment. Et on partage nos photos. Mais moi, personnellement, après 10 ans en montagne, je pense que j'ai changé, simplement. Bon, je suis moins matérialiste. Je suis moins attaché au matériel. Alors, je dis... Si, je suis toujours bien habillé, je ne suis pas hippie non plus, j'ai quand même j'ai un standard, des règles, mais je me lève tôt, j'ai un bon rythme de vie, je mange équilibré, je ne mange pas industriel, je mange, j'ai changé énormément, ce projet a changé, parce que quand on est dans la montagne, on mange du manioc, du riz et des œufs au mieux. Sinon, c'est des oiseaux, des rats, des vers grillés et des choses comme ça avec les ethnies. Donc on change. Ceci dit, quand je vais en France, j'apprécie d'avoir un gros plateau de fromage, du vin, un bon Bordeaux, un Bourgogne, et puis ou un verre de cidre normand. Ou de Calvados après manger. Donc non, j'aime encore, la France me manque, et évidemment toute la nourriture française, tout ça, je reste français, je suis fier. Et d'ailleurs, je dis toujours, parfois on parle de la France, on dit quand on met en avant un autre pays, parfois les Français se sentent un petit peu, on a l'impression que on n'aime plus la France, c'est faux. J'ai jamais autant aimé la France que depuis que j'en suis parti, et sans ironie aucune. C'est simplement que j'ai découvert l'aura de la France, comment
les Vietnamiens rêvent d'aller en France. Tous mes amis, c'est leur plus grand rêve, c'est d'aller visiter Paris. Et j'ai découvert, en fait, j'ai appris à aimer notre pays. Et pour ce qu'il est, en fait, avec nos défauts, hein. Je suis pas du tout woke à vouloir canceller toute cette culture. Moi, je pense que tout est, encore une fois, tout a existé. Il faut garder. Ça fait partie de l'histoire. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, justement, si tu arrêterais de faire de la photo en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu ferais? Je retournerai dans la tech. Ah ouais? Ouais. Ah d'accord. Je suis un matheux, moi je retournerais, je faisais des sites internet, je faisais du SEO, du référencement. Je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle, pas pour l'art, parce que j'y crois pas. Bon, il y aura toujours un public pour ça, hein, si ça intéresse les gens, mais il y aura peut-être un public un peu plus artificiel. Je pense que le vrai public qui s'intéresse à l'art veut une histoire, veut connaître l'artiste, que ça soit une machine. Mais je crois à l'intelligence artificielle. Il n'y a pas un paradoxe ici, hein, c'est un débat. Je pense que c'est une erreur de ne pas y croire. Ce matin, je lisais un article à 6 ans en Chine et dans beaucoup de pays maintenant, à 6-7 ans, ils vont commencer à apprendre l'intelligence artificielle, se familiariser avec. Nous, on se demande si on ne va pas l'interdire parfois. C'est une erreur. C'est comme si on se disait on va interdire Internet ou l'ordinateur. C'est débile, c'est complètement idiot. Eh oui. Je pense qu'il faut vivre avec son temps, il faut arrêter. On a toujours peur de ce qui change, hein. En Europe, en France, on a toujours eu cette peur du changement, hein. On a voulu, on n'aimait pas, les gens s'en rappellent pas, mais il y a eu des pétitions contre. Ouais, mais il y a eu des pétitions contre les trains à vapeur. On a eu même des pétitions pour démonter la Tour Eiffel, hein. Dumas a signé, beaucoup ont signé à l'époque, hein. La Tour Eiffel a été détestée. Aujourd'hui, c'est notre symbole, notre fierté. On n'imaginerait pas la démonter. Mais voilà, donc on a toujours été comme ça. Quand le romantisme dans la littérature est né, on a eu cette fameuse bataille d'Hernani, le 25 février 1830, où les romantiques et les classiques se sont battus dans le théâtre de Victor Hugo. Enfin, dans le théâtre, lors de la pièce de Victor Hugo, on a eu, tout le monde connaît, aujourd'hui c'est encore un peu plus proche de nous, cette bataille des impressionnismes avec des impressionnistes, hein, Claude Monet, Cézanne, ces gens qu'on traitait de maçons qui peignaient la truelle ou qui faisaient des œuvres d'un enfant de 5 ans non finies. Aujourd'hui, c'est des œuvres qui valent 200 millions de dollars. Donc on n'a pas toujours le nez fin pour les choses comme ça. Bon, heureusement on sait faire des magnifiques expos, hein. Je salue le musée d'Orsay qui nous fait des magnifiques expos sur Degas, sur l'impressionnisme, etc. Mais on est souvent un petit peu à la bourre, j'ai remarqué. Et donc c'est pour ça, je pense que j'aurais pas pu être artiste comme ça en France. Je pense que si un jour en France on m'invite, et c'est un de mes grands rêves, hein, dans des musées, parce que j'aime beaucoup les musées, c'est la première chose que je fais quand je vais en France, c'est d'aller au musée et d'aller voir une pièce de Molière avec mes enfants. Mais si un jour on m'invite, je sais que ce ne sera pas la France qui m'invitera en premier dans un musée. Je serai sans doute dans un autre musée. En France, on aime bien les artistes vieux ou alors maudits, ou morts même. Dernièrement, un musée, je ne citerai pas, m'a dit désolé monsieur, on n'achète que les artistes décédés. D'accord, ok. Bon. Si je me coupe l'oreille, je vous dirai avant, comme ça vous pourrez investir avant que ça vous coûte trop cher, parce qu'après on ne peut plus les acheter. Bon, c'est une petite blague et je n'attends rien de toute façon, mais c'est quand même, comme j'aime mon pays, puis je sais que la France est une plateforme pour l'art, enfin c'est reconnu dans le monde entier. Je serais heureux un jour d'avoir des expos dans des musées. Et d'ailleurs, je suis invité à Brest en 2027 pour une rétrospective de mes 20 ans de photographie avec une expo géante où il y aura des très grands formats sur toutes mes différentes périodes, les portraits, les ethnies et l'impressionnisme en photographie. D'ailleurs, vous pouvez le voir autour. Après, je ne sais pas si tu filmeras, tu peux faire un 360 de mon studio. Ici, c'est ma nouvelle collection impressionniste qui n'est pas vraiment encore vraiment visible au grand public. Et donc, j'ai eu des touches sur Aix, sur Nice, évidemment encore en Normandie, à Étretat. On Le Havre aussi, puisque Édouard Philippe est venu ici. Donc voilà, j'ai des touches et puis peut-être à Paris, évidemment. J'espère que je pourrai faire des expos et venir parler d'un peu de tout ça. Donner un petit peu de sourire, j'espère. Au mois de janvier, comme tu sais, j'ai eu l'occasion de visiter ta galerie à Saigon. Ouais. Et donc j'ai pu voir pour la première fois tes photos d'impressionnisme que j'adore. C'est vrai. C'est vraiment mes préférées, elles sont incroyables. Et je voulais savoir comment t'es venu à ça. Bon, déjà, je suis normand. Je suis né dans le berceau de l'impressionnisme. J'ai grandi à Honfleur, entre Bayeux et Honfleur. J'ai encore une maison à Honfleur d'ailleurs, là où Claude Monet, à 16 ans, a commencé à peindre, hein, avec Eugène Boudin, son mentor, un des précurseurs de l'impressionnisme. Et donc peut-être qu'inconsciemment, ça a pu jouer.
Maintenant, comment je suis venu à ça? En 2000, comme je te disais, en 2020, le 4 janvier, je rencontre la dernière ethnie. Le 30 mars, on ferme toutes les frontières. On demande à tout le monde de rester à la maison. Donc nous, au Vietnam, on a eu 40 cas la première année, donc on a continué à vivre normalement. Bon, il n'y a plus de touristes, mais on vivait, on se baladait un peu normalement, un peu partout. Et j'ai eu ce moment de vide, ce moment où je me suis dit, est-ce que je continue la photo? Et puis, je suis collectionneur de livres. Je t'en parlais au tout départ. Je collectionne des livres anciens, j'ai sans doute la plus grande collection de manuscrits d'Alfred de Musset, mais j'ai aussi des livres de Victor Hugo, j'ai aussi des lettres originales de Paul Cézanne, j'ai 2 lettres originales manuscrites de Paul Cézanne, mais aussi de Claude Monet, dont une inédite, de Degas, de Renoir, de Manet aussi. J'ai des tableaux, alors pas des tableaux, pas de ces gens-là, mais d'autres impressionnistes ou de post-impressionnistes comme Jeanne Bodot, l'unique étudiante de Renoir. J'ai une dizaine de tableaux d'elle, donc je collectionne aussi. J'ai beaucoup de livres et je me suis mis à lire les correspondances de Van Gogh. Van Gogh était un vrai artiste dans l'introspection permanente. Il a écrit beaucoup de lettres en français d'ailleurs, il parlait couramment français, anglais et hollandais, évidemment. Et dans les lettres, à un moment donné, je lis, il dit... il était à Saint-Rémy et il dit à son frère, je crois que c'est en 88, il dit ici je me sens comme au Japon, je peux peindre comme les Japonais. Et je me dis attends, Van Gogh, ça m'étonnerait qu'il soit allé au Japon. Et donc je vais sur Google, je tape Japon Van Gogh et là je découvre le japonisme qui a été nommé par Philippe Burti en 72. C'était la mode du japonisme, l'arrivée de la culture japonaise en Europe, notamment en France, avec l'exposition universelle, le pavillon du Japon, etc. Les Parisiennes s'habillaient en kimono, c'était très trendy un petit peu, très à la mode. On offrait au bon marché l'espèce de ce qu'on appellerait un shopping mall, des éventails au bon marché. J'en ai un chez moi avec des estampes japonaises. Donc la mode du japonisme arrive en France, c'est la folie, tout le monde, en tout cas dans les grandes villes. Et Claude Monet collectionne les œuvres japonaises, les estampes, Degas aussi, Cézanne aussi, Van Gogh aussi, et adore le Japon. Et je découvre tout cet univers, l'influence du Japon sur l'impressionnisme et sur l'Europe en général, sur l'Europe mais aussi les États-Unis. Et je m'intéresse au japonisme, donc cette culture de la verticalité, du vide, de l'asymétrie. Et donc là, je me dis, je rentre dans l'univers impressionniste par le japonisme en fait, où je me rends compte que déjà je réalise que les Japonais étaient les premiers commerçants à Hoi An au XVe siècle, d'où le pont japonais de Hoi An. Donc il y a une influence japonaise, il y a un quartier japonais à Hoi An. Il y avait le fan, ce qu'on appelle l'éventail japonais, qu'on voit encore tous les jours à Hoi An. Et je fais cette série de 3 femmes habillées en naozai, donc la fameuse tenue traditionnelle sur fond noir, avec une verticalité à la japonaise, beaucoup d'espace vide, rien qui distrait dans l'arrière-plan, tout noir. Cette ligne qui remonte de la robe japonaise, de la robe vietnamienne, de l'aozai, le fan, l'éventail japonais, le conical hat, donc le chapeau conique, pardon, pour mon anglicisme. Et ça fait très japonais donc. Et je découvre cette photo de Camille Doncieux, la femme de Monet, qui l'a peint en kimono avec des éventails. Je me dis waouh, ça fait écho. Et donc je me dis ok, je continue à tirer sur le fil et je découvre tout l'univers impressionnisme avec ses combinaisons de couleurs, avec son jaune et bleu de Van Gogh, post-impressionniste comme on dit. Et je m'intéresse à ça et je me dis qu'est-ce que Monet aurait fait s'il était venu ici et qu'il avait vu ces champs de lotus? Il ne fait aucun doute qu'après avoir peint 255 peintures des nymphéas de son jardin à Giverny, il aurait aimé peindre des lotus ici. Et je vois pendant la récolte toutes ces rizières jaunes au coucher du soleil, donc avec la couleur dorée, ces récoltes dorées. Et je me dis, là, c'est sûr que Van Gogh aurait aimé ce jaune, avec ce contraste de ciel bleu. C'est sûr que Van Gogh aurait aimé. Voilà, je suis sûr qu'il aurait peint. Ça ne fait aucun doute. Il était obsédé par ces scènes pastorales des champs de blé, etc. Et donc, je me dis, comment je pourrais faire de la photo qui ressemble à de l'impressionnisme, mais sans manipuler, sans faire de Photoshop, sinon ça n'a aucun intérêt, c'est du graphisme. Donc c'est pas de la photographie, c'est du graphisme. Et là, ça n'a beaucoup moins d'intérêt. Et je vois ce champ de lotus en face de chez moi. Alors ça m'appartient pas, je n'ai pas détourné une rivière comme Monet a fait pour remplir son bassin. Il avait détourné l'Ette à l'époque, à Giverny. Il s'était mis tous les habitants à dos.
Aujourd'hui, j'imagine qu'ils sont contents d'avoir tout ça, cette maison et ces bassins à Giverny. Moi, j'ai des lotus comme ça, il y en a partout au Vietnam. Et donc, je vais voir ce monsieur qui ramassait les graines de lotus et je fais une photo de son reflet, simplement. Et je me dis, c'est sympa, là, le reflet, ça bouge, évidemment, avec ces petites vaguelettes. Et donc, on a l'impression d'avoir des coups de peinture. Donc, je me rapproche. Et j'étais en train de lire un livre sur la gare Saint-Lazare. À l'époque, c'était les trains à vapeur. Donc, Monet adorait aller peindre la gare Saint-Lazare. Il soudoyait même les contrôleurs pour retarder le train, pour finir sa peinture rapide. Et je vois, ici au Vietnam, on brûle les rizières. 2 fois par an, ils brûlent les rizières pour régénérer le sol dans un sens et en même temps pour collecter la cendre qu'ils utilisent pour fertiliser d'autres champs de cacahuètes, par exemple. Et quand ils brûlent, ça fait des feux immenses. Et moi, je me suis dit, avec la fumée, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Je n'avais pas encore l'idée, mais je voyais la chaleur, la fumée, le feu, et j'ai fait une photo à travers la chaleur. Et là, déclic. Je vois cette dame qui ondule, comme si le paysage était en train de se décomposer à travers la chaleur. Et je me dis, je fais la photo. Dans le petit écran de mon appareil, j'ai l'intuition que j'ai fait quelque chose qui est spécial. Et là, erreur des débutants, je rentre chez moi. Au lieu de continuer à faire des photos toute la journée, je rentre chez moi, trop pressé de la mettre sur le grand écran. Et là, je dis, waouh, là, il y a quelque chose, on dirait une peinture, quoi. Demain, j'y retourne. Le lendemain, j'y retourne. Et là, les paysans me disent, ah non, non, non. C'était hier. C'était une journée seulement. Il faudra revenir en avril. Et là, on était en octobre, tu vois. Et je dis, ah, quelle erreur de débutant. J'aurais dû rester toute la journée et en faire d'autres, quoi, tu vois. J'avais erreur de débutant totale. Tu vois, comme quoi, après 15 ans de photographie, on fait encore des erreurs. Bon, j'ai appris de cette erreur, je la fais plus. Mais, et donc, je reviens en avril, 2e erreur de débutant, beaucoup de vent égale beaucoup de fumée. Là, irrespirable, pas de masque, évidemment. Je déjeune pas le matin, moi je prends un café, mais donc rien dans le ventre. 45 degrés au mois d'avril, en plein soleil. La fumée, on respire pas, rien manger de la journée, et là on revient que le soir, tu vois. Donc à un moment donné, j'ai failli tomber dans les pommes. Ouais. Donc j'ai eu une photo sur 1000 shots dans la journée, j'arrivais à rien. Et là, on attendra octobre prochain, on recommence. Donc j'ai eu le temps de réfléchir à ce qu'était l'impressionnisme, pardon. Et donc j'ai continué avec les reflets dans l'eau, la plage, etc. Et je me dis, est-ce que je peux appeler ça de la photo impressionniste? Tu vois, l'impressionniste, c'est dans notre univers, dans notre culture, l'impressionniste, c'est la peinture. Voilà. Bon, les gens ne savent pas, mais il y a l'impressionnisme dans la littérature un peu et dans la musique. D'accord. Ça, je l'ai découvert plus tard, avec Debussy, dans la musique notamment, et le naturalisme avec Zola, etc., dans la peinture, dans la littérature, pardon. Et donc, je me suis dit, bon, pour savoir si je peux appeler ça photo impressionniste, pour être sûr d'être toujours correct avec la culture, avec les règles quand même un petit peu, je vais faire un travail un petit peu de recherche. Et j'ai lu ce premier livre de John Raywald, dans l'anglais, qui a écrit un des premiers grands livres sur l'impressionniste, qui lui dit que l'impressionniste c'est 1874-1886, 8 expositions, et après l'impressionniste c'est la mort de l'impressionniste. Je me dis, mais attends, en 86, Monet n'était pas encore mort, Monet a peint jusqu'en 1926. C'est louche, j'ai une intuition que l'impressionnisme a continué après 86, tu vois. On ne peut pas le dire, c'est fini, il est encore impressionniste, Monet, après, même s'il a évolué. Et puis après, je vois un autre livre qui dit Manet, le père de l'impressionnisme. Mais Manet n'a jamais participé à ces 8 expositions. Alors ça ne colle plus. Bon, alors je lis un autre livre qui dit l'impressionnisme, c'est l'art du plein air. Je dis oui, mais Millet a peint en plein air, Eugène Boudin aussi, et puis Corot, etc. Et puis Monet a peint avant 74 en plein air. Mais attends, Degas n'a jamais peint en plein air, puisqu'il disait qu'il fallait envoyer la maréchaussée pour tirer du plomb sur ces peintres qui plantent leurs chevalets dans la campagne française. Parce qu'il n'aimait pas ça, lui, il détestait le plein air. Et pourtant, on dit que Degas est un des plus impressionnistes. Il a participé à 7 des 8 expos. Et là, ça ne marchait pas. Et plus je lisais, plus j'étais confus, en fait. Et ça m'énervait. Et comme moi, je n'abandonne pas, je suis un peu obsessionnel comme personne, j'ai continué à lire. J'ai lu 94 livres, entre les biographies, les monographies, des livres d'études, des livres de critique d'art, les livres de revendeurs d'art comme Durand-Ruel, Ambroise Vollard qui a fait découvrir Cézanne, les correspondances de Van Gogh, mais pas que, des livres sur Van Gogh, puis des livres plus contemporains, mais des livres anciens. Et puis comme je collectionne, je les ai achetés, ces livres. Je les ai lus, je les ai achetés, je les ai dévorés. J'ai passé 2 ans à lire ça pour trouver
la définition de l'impressionnisme, enfin ma définition, pas une définition d'historien d'art. J'ai conscience que les historiens aiment faire des périodes, des cases, parce que c'est plus facile à comprendre, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas trop rigide pour les artistes? Aujourd'hui, je fais de l'impressionnisme, est-ce que ça veut dire que je suis plus un portraitiste? Est-ce que ça veut dire que si je vois une belle mamie dans la rue tout à l'heure, est-ce que je vais pas la photographier? Si, je le ferai. Donc en fait, l'artiste n'aime pas être mis dans une case, l'artiste il évolue, mais à chaque évolution, un nouvelisme, le fauvisme, le post-impressionniste, le cubisme, à un moment donné, je pense que ça ne fonctionne pas. Donc moi, je me suis dit, je vais écrire un livre. Je vais écrire le premier livre sur la photographie impressionniste. Un manifeste, on pourrait dire, comme le manifeste du romantisme de Victor Hugo. Donc un manifeste, ça sera le premier livre sur la photographie impressionniste, et je vais écrire le livre que j'aurais voulu lire, décortiquer. Génial. Donc ça sera une conversation avec le passé, des allers-retours entre mon travail et le travail des impressionnistes. Je ne cherche pas à copier, je ne cherche pas à faire exactement ça, mais alors parce que des fois les gens me disent alors tu as photographié ça, j'essaye pas de faire du Claude Monet, j'essaie de faire mon impressionnisme à moi. Je suis normand, à 150 ans de différence, parce qu'on vient de fêter les 150 ans de l'impressionnisme en 2024, à 10 000 km de distance, je fais renaître ou je fais évoluer l'impressionnisme dans la photographie. Finalement, c'est pas si idiot. Le premier photographe impressionniste, on pourrait dire que c'est Degas. Degas a fait de la photographie, les gens ne le savent pas, mais il a fait un an et demi de photographie en pose longue. Donc évidemment, les photos étaient un peu floues. Caillebotte, son frère, Martial, le frère de Gustave Caillebotte, a fait de la photographie. D'ailleurs, si on regarde les compositions de peinture de Degas et de Caillebotte, on voit ces effets un petit peu photographiques, prise photo de rue, un peu street photo. Donc si on regarde ce qu'ils ont fait, il y a déjà de la photographie dans l'art. Donc moi, tout ça, je l'explique dans mon livre que je viens de sortir, qui s'appelle L'impressionnisme de la photographie à la peinture. Alors, les gens me demandent pourquoi c'est pas le contraire. Et en fait, tout simplement parce que je pars de la photographie, et en écrivant ce livre, je me suis rendu compte que j'avais déjà ces règles un peu impressionnisme et japonistes inconsciemment dans mon art. Si on regarde mes photos après les photos du musée, les photos un peu de scène de vie d'Oriane, il y a déjà ce jaune et bleu, ces combinaisons de couleurs primaires, ce fond uni avec une couleur et puis une couleur qui tranche. On a déjà ces compositions asymétriques, décentrées. Alors le photographe des fois vient me voir et me dit tu respectes pas la règle des tiers. Je dis c'est bien pour ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir, merci, parce que je pense que la règle des tiers elle a été inventée pour les gens qui n'avaient pas d'inspiration. Les asiatiques s'en foutaient complètement, et puis surtout si on regarde l'impressionnisme, on peut pas dire que c'est pas de l'art et que c'est pas réussi, puisque ça se vend et puis les gens adorent ça, ça remplit des musées du monde entier. Donc et eux n'ont jamais respecté la règle des tiers. Donc ça c'est quelque chose que les photographes se sont inventés, et puis pour se repérer, parce qu'ils savent pas se repérer. Moi j'ai pas besoin de ça, je me repère avec mon feeling, quoi. Donc voilà, je suis pas quelqu'un les règles, tout ça, je pense qu'au contraire, l'artiste doit s'exprimer, donc les règles c'est complètement contre-productif et contre-intuitif. Et donc voilà comment j'ai plongé dans l'impressionnisme, et mes photos, je me suis rendu compte que donc mon livre c'est une conversation, comment je suis parti de la photographie pour faire en sorte que mes photos ressemblent, attention, je ne dis pas que ce sont des peintures, ça ne sera jamais une peinture, il n'y aura jamais la texture, mais il y a une illusion de peinture, parce que des fois les gens me disent c'est une peinture, je dis non c'est une photo. Alors les gens pensent que c'est une peinture parfois, et ça me fait plaisir. Et la chaleur du feu, donc c'est 2 fois par an, donc c'est très réduit. Moi je ne peux jamais refaire les mêmes photos, puisqu'on ne peut pas contrôler à la fois la fumée, la cendre qui vole, qui voltige, et évidemment le vent, la chaleur, le feu. Et puis le personnage, ce ne sont pas des modèles, ce sont des fermiers, donc des paysans qui continuent après à prendre de la paille pour nourrir le feu, et après ils passent autre part. Donc j'ai quelques secondes. On dit des fois la photo, c'est clic-clac, Kodak, appuyer sur le bouton et on fait le reste. C'était le slogan de Kodak à la fin du 19e siècle. C'est pas si facile finalement, parce que je dois déjà subir les éléments naturels, le feu, la chaleur, tout ça. Et puis c'est des gens qui bougent tout le temps, et puis la chaleur bouge, donc en fait je fais 100 photos, il m'en reste peut-être une à la fin.
Et donc, faut miser sur la bonne couleur, parce qu'ils sont toujours habillés color, ils ont toujours des couleurs un peu. On se demande s'ils le font exprès. Des fois, ils ont des couleurs incroyables, hein, souvent du bleu, souvent du jaune, des roses parfois, du rose brillant. Les paysans s'habillent avec des couleurs d'un autre monde parfois, donc c'est hyper photogénique. Je les vois de loin puisque j'ai la journée. C'est au moment où je suis sur la moto que je peux respirer à peu près, où je prends un peu de coup de vent chaud, mais quand même. Et puis j'arrive là et hop, je vois une dame au loin avec du violet. Je dis, le violet avec le orange, le jaune, hop, ça y est, j'ai fait la... Et ça, c'est mon esprit un peu impressionniste, les combinaisons de couleurs, les couleurs pures, les couleurs sur la roue des couleurs, les couleurs un peu opposées, le jaune et bleu, le rouge et vert. Le orange et violet, il y a des règles qui matchent tout le temps, Et moi, j'avais ça avant de faire l'impressionniste, j'avais déjà ces couleurs, si on regarde bien. Si on regarde un peu mon travail pré-impressionniste, on voit déjà ces couleurs. On voit aussi que j'ai déjà commencé à décentrer mes personnages. Si on regarde des photos comme Golden Fields ou Life Trace, je te les enverrai, tu verras qu'ils sont décentrés. Le personnage est tout en haut. Un peu provoquant, hein, mais très japonisant déjà, et sans le savoir. Hein. Sans le savoir. En écrivant mon livre, j'ai découvert en fait que je faisais un peu déjà tout ça, et que petit à petit, je passais de la photo à tous ces... en fait, je cochais ces cases une par une. Si je résumais l'impressionnisme, je vous donne un tuyau, la conclusion de mon livre. Une des conclusions, ce serait, parce qu'on dit que Van Gogh c'est un post-impressionniste, parce qu'il n'était pas là pendant les 8 expos. Bon, pour moi c'est de la bêtise. J'ai retrouvé une citation de Van Gogh que j'ai mis dans mon livre, j'étais fier. D'ailleurs, mon chapitre s'appelle Van Gogh l'impressionniste, ça va faire bondir les experts. J'ai appelé ça, donc il dit, Van Gogh en 88, je crois, en 87, il dit à son frère, c'est pour ça que moi je suis un impressionniste, ou je reste avec les impressionnistes. Lui-même s'est inspiré de Claude Monet. Il faut savoir que les tournesols de Van Gogh ont été inspirés par les tournesols quelques années plus tôt de Monet. Et ils se sont jamais rencontrés, mais Van Gogh admirait Monet. Un jour, Signac, un autre pointiste, post-impressionniste, si on peut les appeler comme ça, dit au frère de Van Gogh que son tournesol sont magnifiques, et Van Gogh répond qu'ils seront jamais aussi beaux que ceux de Claude Monet. Donc Van Gogh était ému par les impressionnistes. Van Gogh arrive juste en 86 à la fin des fameuses 8 expos, la fameuse période impressionniste, Donc il arrive à Paris à la fin, donc forcément ils se sont pas rencontrés. Pourtant, d'ailleurs c'est incroyable qu'ils se soient jamais rencontrés alors qu'ils étaient dans la même ville. Et puis Van Gogh est parti dans le sud, il a essayé de faire venir Gauguin parce que Van Gogh aspirait à faire une communion d'artistes, il le dit. J'ai retrouvé des phrases dans les correspondances, c'est 3 volumes quand même, j'ai tout lu, j'ai retrouvé des phrases où Van Gogh dit il faut absolument qu'on fasse une communauté d'artistes. Donc s'il était arrivé 10 ans plus tôt, Van Gogh aurait été dans ces impressionnistes. Et là, les historiens d'art auraient dit Van Gogh l'impressionniste. Donc moi, j'aime pas ces cases. J'ai écrit un livre d'artiste, vu par un artiste, un livre qui n'est pas un livre où on met des ismes partout et on met les gens dans les cases. Voilà. Donc c'est un livre d'artiste et j'ai écrit le livre que j'aurais voulu lire, qui a clarifié. Et ma conclusion, c'est que l'impressionnisme, c'est l'effet de la lumière sur des moments fugitifs, en fait. Que ce soit la lumière artificielle de Degas et des cabarets, ou la lumière de Pissarro à Auvers-sur-Oise, de Cézanne à Aix, ou de Van Gogh à Saint-Rémy, ou de Monet à Giverny. C'est ça l'impressionnisme, c'est l'effet de la lumière. Donc là, est-ce que tu considères que tu es toujours dans ta période impressionnisme ? Ah oui, complètement. Oui, oui, parce que j'expérimente. Je loupe plein de photos. On n'est jamais. Il y a tellement d'éléments que on shoot plus en autofocus. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais plus en manuel du coup, parce que il faut faire la mise au point sur la chaleur qui est quasiment invisible. Donc en fait, tu ne fais pas la mise au point sur le paysan. Tu dois faire la chaleur. Et puis il faut pas trop manuel. Et sur ça, en tout petit, dans ton écran. Tu vois pas la mise au point, c'est tendu quand même un petit peu. Donc déjà j'aime ça m'a réveillé un petit peu. Aujourd'hui je vois une mamie, je fais un portrait en 1 minute. J'ai un portrait que je peux mettre dans ma galerie et qui marche parce que je sais le faire. J'ai fait ça pendant des années et ça me manque. J'adore ça, j'en fais encore même quand je croise des mamies. Mais c'est vrai que là je suis un peu en dehors de la zone de confort. Et puis c'est l'âge, j'ai 45 ans. Il faut aller en zone hors zone de confort. Faut se remettre en question. Donc c'était intéressant. Et puis j'aime toujours lier l'art, la culture, la préservation, tout ça se rejoint en fait. Je pense que ça correspond à ma personnalité. Donc oui, je suis toujours en ma période impressionniste pour encore un moment. Le livre vient de sortir, j'en fais pas encore la promo, j'en parle, mais
quand les gens voient mes photos, la première, ils disent c'est une peinture. Après, ils me disent c'est Photoshop. Je dis non, je ne suis pas idiot, je ne vais pas faire l'intelligence artificielle, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est un autre débat. Donc non, c'est de la vraie photo. Il n'y a pas de retouche, il y a un peu de contraste, histoire d'avoir une photo qui ne soit pas complètement plate. C'est fait sur des papiers japonais, c'est un tirage argentique qui est fait en Allemagne. Enfin, c'est des choses que voilà, je fais pas de l'impression, c'est pas de la laserjet, hein, c'est pas de l'inkjet, hein, c'est des vrais tirages originaux. On limite ça à 15 exemplaires dans le monde, c'est quelque chose qui est très très voilà, et j'ai une de mes œuvres qui est rentrée au musée de la Havane à Cuba, donc dans le musée des Beaux-Arts, qui est un très très beau musée à la Havane, un des plus beaux musées de Cuba. J'ai rencontré le président cubain l'année dernière, et puis ma photo est rentrée le 26 ou 27 juin dans le musée des Beaux-Arts. Une photo impressionniste du Vietnam, donc tu vois, Cuba, Vietnam. Génial, ma photo, un temple bouddhiste qui ondule comme l'église d'Auvers-sur-Oise de Van Gogh. Mon temple ondule. Donc ça, c'était une première consécration. Tu as apporté une partie du Vietnam. Et mon livre, on est en train de l'envoyer à tous les musées du monde, à tous les musées où il y a de l'impressionnisme, aux États-Unis, en Angleterre, en France. Et j'ai fait une lettre où j'explique que je demande rien. Je voudrais simplement partager mon livre. J'ai pas mis de logo, j'ai pas mis de contact pour me contacter. Je voudrais leur envoyer mon livre. C'est une vision d'artiste, c'est pas une vision d'historien d'art. Donc il faut enlever un petit peu les cadres conceptuel, ça c'est une règle du bouddhisme aussi, enlever un peu ces cadres, ces cases et puis essayer de voir au-delà. Et moi ce que j'ai voulu faire, c'était un livre, c'était l'impressionnisme vu par un artiste à 10 000 km, à 150 ans de distance, mais un Normand quand même, donc j'ai peut-être des restes de ce que j'ai vu inconsciemment quand j'étais plus jeune, même si à cet âge-là on ne s'intéressait pas à ça, on s'intéressait aux filles. À 17 ans on s'intéresse aux filles, on ne s'intéresse pas à tout ça, mais peut-être qu'inconsciemment ça m'a bon, voilà. Tu as fait 10 ans donc de portrait. Oui. Là tu es dans ta période impressionnisme. Est-ce que tu arrives à t'imaginer dans le futur? Un jour, je serai au musée d'Orsay. Ils ne sont pas encore prêts, c'est encore trop tôt pour eux. Et là, ça va faire arrogant, tout le monde va dire qu'il est arrogant. Mais laissez-moi rêver. Il faut rêver. Un jour, j'ai l'intuition. J'avais l'intuition qu'un jour, je vendrais mes photos comme ça, comme je les vends, au prix que je les vends aujourd'hui. On ne parlera pas de ça pour ne pas vexer les gens. Mais j'avais l'intuition et c'est arrivé. J'avais l'intuition que mon musée arriverait, je l'ai fait. J'avais l'intuition que j'ai fini mon livre. Ça a été compliqué, hein, le livre sur l'impressionnisme, parce que je l'ai vraiment écrit. Hein. On est en 2022, ChatGPT. Quand j'avais demandé, j'avais essayé. Hein, est-ce que Van Gogh a rencontré Monet? Oui, ils se sont rencontrés, puis en fait, ils ne se sont jamais rencontrés. Donc, rien ne vaut un livre, encore aujourd'hui. C'est bien pour reformuler peut-être, mais il faut faire très attention. Donc, voilà. Donc, mon livre, je suis fier de l'avoir fait, de l'avoir fini. Je savais que je le finirais. Je savais qu'un jour, aujourd'hui, on en vend un peu. On vend plus les gros livres photos parce qu'évidemment, les gens préfèrent la photo à la lecture, malheureusement. Mais on en vend quand même. En imprimé 2000 quand même. Et j'ai la conviction, oui, si tu me demandes où je me vois, ça prendra du temps, mais je pense que j'ai déjà une œuvre dans un musée des Beaux-Arts à La Havane, c'est Cuba. Mais un jour, je pense que je serai dans d'autres musées. Et puis un jour, il y aura une rétrospective pour mes 50 ans de carrière peut-être, au musée d'Orsay ou à la Fondation Louis Vuitton. J'ai vu qu'il y avait la fabuleuse exposition de David Hockney, qui a 87 ans. Moi, je suis content et en même temps, je suis triste qu'on attende qu'il ait 87 ans pour faire ça. Ouais, on aurait dû faire ça quand il avait 60 ans, qu'il aurait pu profiter de tout ce succès. Et ça, c'est très occidental. On ne veut pas trop que tu gagnes d'argent, pas trop que tu réussisses. Hein. On aime bien les artistes maudits, on idolâtre Van Gogh. D'ailleurs, il y a un très beau livre qui s'appelle La gloire de Van Gogh, où on explique, c'était quelqu'un qui a fait une thèse, elle en a fait un livre, le livre est très intéressant, qui explique pourquoi on adore autant Van Gogh, qui n'a jamais rien vendu de sa vie, pourquoi on tu vois, donc c'est très intéressant. C'est très intéressant de savoir pourquoi on aime autant Van Gogh, pourquoi il vaut aussi cher. Et pourquoi, voilà, c'est très judéo-chrétien, il faut pas jouer, il faut pas gagner trop d'argent, voilà. Ok Ryan, maintenant, je voudrais savoir si tu avais des conseils à donner à des artistes, à des gens qui se lancent dans la photographie mais artistique, qu'est-ce que tu leur recommanderais? Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, la première chose que je dirais, c'est de ranger votre manuel Canon ou Nikon ou Fuji ou peu importe la marque, parce que c'est pas là-dedans que vous apprendrez quoi que ce soit. Et
moi, j'ai rencontré une jeune photographe il n'y a pas longtemps, qui avait 14 ans, et avec ses parents. Et donc, ses parents ont demandé, est-ce que tu as un conseil à donner à notre fille? Et je lui ai dit, la première chose, si tu veux en faire un métier, hein, attention, là, je parle de quelqu'un qui veut devenir photographe, artiste et vivre de son art. C'est pas la même chose que quelqu'un qui veut faire de la photo pour le plaisir en voyage. Plaisir, ouais. Donc, on est bien d'accord, je parle à celui qui veut en vivre, comme moi. Et voilà ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, lis des biographies. Alors ça a de la surprise un petit peu, hein. Une fille de 14 ans, elle n'a pas envie de lire des biographies, mais je lui ai dit, lis la biographie de Monet, lis la biographie de Van Gogh, lis des biographies peut-être d'autres personnes, d'autres artistes, parce que tu vas comprendre une chose très très importante, c'est que c'est difficile, mais que c'est possible. C'est difficile et c'est possible, Monet l'a prouvé, Picasso aussi, hein, il est mort à 92 ou 93 ans je crois, et avec plusieurs millions de dollars sur son compte. Donc c'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit, lis des biographies, parce que tu vas apprendre cette chose très très importante, c'est que ça ne se fait pas en 5 minutes. Je me rappelle toujours de cette anecdote de Picasso qui est au restaurant et le patron du restaurant lui dit dessine quelque chose et tu me dis le prix, je te paye. Il prend une nappe, enfin un bout de papier comme il faisait souvent, il dessine et en quelques secondes il dit voilà 40 000 francs. Et là le gars lui dit bah oui mais ça t'a pris 4 minutes. Il fait non, ça m'a pris 40 ans. Je pense que tout est dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prenais la photo d'un autre photographe, je connais des photographes qui sont excellents, sans doute meilleurs que moi. Si je prenais leur photo et que je mettais mon nom dans ma galerie, je vendrais leur photo pour 10 000 $ peut-être. Et eux, ils la vendent pour 80 $ et ça ne se vend même pas. Donc en fait, la première chose, c'est qu'il faut comprendre comment fonctionne. Il ne faut pas être idéaliste, il faut être réaliste. Il y a une partie de marketing, évidemment, il y a une partie c'est un peu la même chose qu'un acteur. Au moment où il est sous les projecteurs, il paraît plus beau, il paraît plus... les gens perdent leurs moyens quand ils sont en face d'un chanteur sur scène, et s'ils voyaient la personne dans la rue, peut-être qu'ils penseraient différemment. Donc il y a l'effet projecteur. Et dans l'art, c'est la même chose. Et ça, faut pas... Je pense qu'il faut être réaliste. Beaucoup de gens sont un peu idéalistes et puis à la fin ils finissent un peu artistes et hippies. Si tu veux si tu veux vraiment vivre de ton art, je pense que c'est une règle qu'il faut apprendre. Apprends que ça fonctionne comme ça, c'est l'art. L'art, il y a une cote, il y a un prix. Si tu veux en vivre, bon, il faut soit tu t'adaptes, soit tu n'en vivras pas. Et puis il y a pas beaucoup d'autres solutions. Ou alors quelqu'un en vivra après ta mort, comme Van Gogh. Et donc ces biographies, moi, m'ont appris la résilience, la patience, le pragmatisme. La deuxième leçon que j'ai appris avec les biographies, c'est qu'un artiste, il évolue. Il ne faut pas avoir peur de ne pas aimer tes premières œuvres. Il ne faut pas avoir peur de changer de style et de se dire tu ne te trahis pas en changeant de style. C'est difficile parce qu'on est dans une société qui aime les gens dans les cases. Et moi, voilà, Réhan. Et d'ailleurs, c'est rigolo, j'ai fait qui est Réhan sur ChatGPT, le portraitiste et tout. Et on ne parle pas d'impressionniste. Et donc, en fait, c'est comme ça. On met les gens dans les cases. ChatGPT met les gens dans les cases. Il faudra attendre encore pour que ChatGPT parle de l'impressionnisme. Peut-être que c'est sur le nombre d'articles qu'il y a en ligne. Il y en a beaucoup, il y en a une vingtaine cette année, enfin l'année dernière, pardon. J'ai eu 23 articles. Ça commence déjà beaucoup à parler. Oui, j'ai eu beaucoup d'articles dans Australian Magazine, Canon Photography Magazine, The Royal Photographic Society en Angleterre. C'est la plus vieille institution. Ils m'ont fait 12 pages. Tous les ans, ils choisissent des grands artistes. Il y a eu Steve McCurry, donc le fameux, tout le monde connaît Steve McCurry, hein, l'Afghan aux yeux verts. Mais il y a eu aussi Ansel Adams, il y a eu tous les grands artistes ont été. Et là, cette année, pour ce trimestre, c'est moi. Donc à partir depuis le mois d'avril, le Royal Photographic Society, c'est une institution qui est née en 1853, parrainée par le prince Albert, etc. à l'époque. Et aujourd'hui, ils ont fait 12 pages sur mon travail. Des portraits, pas de l'impressionniste. Je leur en ai parlé et ils me disent non, on veut faire un truc sur ton projet du musée. Donc voilà, mais ça c'est normal. Ça rejoint ce que je viens de te dire. Il faut être patient. L'impressionniste, c'est comme si je redémarrais une carrière à zéro. Oui, quasiment. Voilà. Tu vois, même sur Instagram, je le vois. À l'exception d'une ou deux photos,
Si je poste une photo impressionniste, les gens ils se disent mais c'est quoi, c'est qui cet artiste? Non, c'est rien. Ah bon, pourtant c'est le portrait, donc les gens ont du mal à accepter que tu changes, tu vois. Mais un artiste il change, il évolue, et heureusement. C'est une évolution qui devient une révolution peut-être, mais c'est une évolution, et chaque artiste. Donc en lisant les biographies, j'ai compris. Pissarro a fait de l'impressionnisme. Un jour, il s'est un peu écarté avec le pointillisme, et puis il est revenu à l'impressionnisme. Pissarro, pardon. Picasso, lui, a eu sa période bleue, sa période rose, sa période nègre, la période cubiste, évidemment. Donc voilà, tout ça, c'est normal. Les artistes doivent se chercher, tout ça. Donc, ces livres m'ont appris ça. Résilience, patience, et puis bon, l'évolution. Si tu n'évolues plus, bon, de toute façon, en règle générale, même dans ta vie de tous les jours, il faut évoluer. Il faut toujours, enfin, c'est le jour où tu penses que tu sais tout, que tu n'as plus besoin de rien apprendre, c'est que tu es perdu. Ouais. Et surtout en tant qu'artiste, ça c'est dangereux. Hein. L'ego, c'est la première chose qu'il faut dompter. Apprendre à garder toujours une distance avec son ego. L'ego est important, c'est la représentation de toi-même, que tu as de toi-même. Mais quand le jour où l'ego prend le dessus sur la personne, c'est terminé. C'est là où tu sais que c'est la fin de ta carrière. Bon, ça s'est vu dans la musique, dans tout, hein, les groupes qui se séparent, tout ça. C'est toujours un problème d'ego, d'argent et d'ego, mais tout va ensemble. Oui. C'est un des leviers. Voilà. Et voilà, donc c'est le conseil que je dirais. Voilà, lisez, parce que j'ai vu des artistes qui sont impatients, ils font des photos, ils disent ça marche pas, j'y arrive pas. J'ai fait un site internet, mais ça se vend pas. Est-ce que tu crois qu'il me faut une galerie? Il faut que je publie un livre. Je dis tu vas trop vite. Trouve-toi. Fais ton histoire d'abord. Voilà, deviens qui tu es. Trouve-toi avant. Il faut se connaître. Moi, je me connais pas encore totalement. Hein. J'apprends encore. Je me suis toujours demandé pourquoi j'étais obsédé par la collection. Collectionner. Et puis j'ai trouvé récemment, avec cette idée d'impermanence, de panique, des choses qui partent, la peur de l'abandon, la peur de perdre. Et puis j'ai compris que c'était humain, que c'était pas que moi en fait. Hein. Enfin, je veux pas faire égocentrique, mais c'est humain. Donc j'ai appris tout ça, mais c'est dans les livres que j'ai appris. Moi j'ai appris dans les livres, parce que les questions que je me pose et que tu te poses, qu'on se pose tous aujourd'hui, les romantiques se sont posés ces questions. Camus, avec l'absurde, dans l'étranger, s'est posé ces questions. Le sens de la vie, à quoi ça sert, et pourquoi. Tous ces gens, on s'est tous posé, et puis Balzac s'est posé ces questions-là il y a 200 ans, donc Victor Hugo et Molière, et tout le monde. Donc en fait, allez chercher dans les livres, les réponses sont dans les livres. Ou dans le chat GPT si vous voulez, si vous n'aimez pas lire. Mais les réponses sont dans les livres, plus que dans le manuel Canon qui t'explique comment faire tes réglages, que tu apprendras en faisant des erreurs. Moi j'ai appris, je les ai jamais lus. Je crois que je les ai mis à la poubelle avec la boîte le jour où j'ai acheté mon premier appareil photo. J'aime lire, mais pas ce genre de. Oui, non, c'est pas ce genre de truc là. C'est pas le truc le plus fun à lire. Lisez, et vous verrez qu'en fait il y a plein de réponses dans les livres sur plein de choses. En cherchant quelque chose, vous trouverez peut-être des réponses sur d'autres choses de votre vie. Ouais. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Il faut prendre des risques, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Je vous ferai jamais voir mes 10 000 premières photos. Je les garde pour me rappeler d'où je viens et à quel point j'étais vraiment nul. Les photos de 2007, elles étaient toutes de travers, toutes trop saturées. On fait n'importe quoi au départ, c'est normal. Mais ça fait partie, encore une fois, c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage, on en parlait tout à l'heure. On fait du HDR, le HDR, où on multiplie les trois, on prend 3 photos, on les fusionne, ça fait des trucs un peu surréalistes. Tout ça, ça fait partie. Il faut le faire. Faites vos erreurs, continuez. C'est pas grave de changer. Au contraire. Oui, ça fait partie je plains les gens qui ne savent pas changer et qui n'évoluent plus. Donc, faites des erreurs. On apprend. Exactement. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai appris. Je pense que je dois beaucoup au Vietnam, parce que si j'avais pas été au Vietnam, j'aurais pas pu avoir cette paix d'âme, parce que je suis en paix. Je suis pas hippie, hein. J'espère que les gens vont pas se dire ce mec-là il doit fumer, parce que je fume pas. J'ai jamais fumé dans ma vie. Mais je suis en paix parce que j'ai trouvé la paix. Je pense que c'est grâce au Vietnam. Je dois énormément de choses au Vietnam. J'espère qu'un jour la France, je pourrai en dire autant. J'aimerais qu'un jour la France me dise tiens Ryan, on aime ton art et on te met au musée d'Orsay, à l'Orangerie, et puis ou dans le musée Guimet, ou le musée de l'Asie, ou le musée Branly, voilà, que j'ai visité, que j'aime beaucoup, parce qu'on a des très beaux musées. Un jour, j'espère qu'ils m'appelleront et qu'ils me diront viens faire tes expos chez nous, et qu'ils attendront pas que j'ai 87 ans, quoi, comme David Hockney. Alors, on espère que ça arrive, que ça va bientôt. En tout cas, merci beaucoup de ton temps, merci de ton témoignage. Merci. Si les gens veulent venir au Vietnam, notre musée est à Hoi An, notre galerie est à Ho Chi Minh, c'est gratuit, c'est en français. On aime les gens, on aime recevoir, et toute mon équipe est vietnamienne, donc vous imaginez que c'est des gens adorables. Donc j'espère qu'on aura l'occasion
à l'occasion voilà, d'accueillir les abonnés, tes l'audience. spectateurs, ouais, tes abonnés. Voilà. Alors tu mettras, si tu peux, le lien de ma chaîne, parce qu'on essaye on va mettre tous tes liens. Ouais, la chaîne, parce que la chaîne, on va pas en faire une chaîne comme tu as bien vu que je suis pas... Mais j'ai quelques petites vidéos que je voudrais, des ethnies, quand ils sont venus au musée, tout ça, c'est des choses que je voudrais pouvoir partager au plus grand nombre. Ouais, c'est génial. Et voilà, si tes spectateurs veulent aller... On va mettre le lien de la ils peuvent chaîne aller YouTube. sur ma chaîne. On fait apparaître là juste dessous. Ouais. Comme ça, s'ils veulent aller voir, jeter un coup d'œil. J'ai filmé des cérémonies des éléphants, j'ai filmé des choses incroyables qui disparaîtront, et ça, dans le musée, on n'a pas de place, on n'a plus de place, mais sur la chaîne, je pense qu'on va se servir de la chaîne, pas pour me voir moi, mais pour essayer de voir des petits moments, des tranches de vie des ethnies. Voilà, une extension visuelle. Voilà, une extension visuelle, digitale, interactive peut-être même, ouais, sur ma chaîne. Pas de souci, on fait ça. Merci encore en tout cas. Merci à toi. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que l'interview de Ryan vous a plu. Et ceci dit, les aventures en Asie continuent, les aventures au Vietnam continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette, moi. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.